Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en live. J'espère que vous êtes en forme. Nous, on va super bien avec Lisa. On est hyper excités pour ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on connaît très très bien toutes les deux. Tout simplement parce que Lisa est la référente du programme Community Management et que moi, je suis Community Manager chez WebMyDev. Donc, c'est un sujet qu'on connaît très bien. On sait aussi que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. On va attendre un petit peu que les personnes se connectent. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire si vous avez déjà suivi une formation chez nous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se présentent, qui nous disent bonjour, bonjour à tout le monde. Hop, bonjour Tobia, bonjour Marianne, bonjour Alexandra. On espère que vous allez bien. Donc, comment ça va se passer? Je vous explique 2 minutes. Vous avez un onglet là, comme vous pouvez le voir, sur le côté pour poser vos questions, pour avoir si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. On a une petite heure devant nous, donc Lisa va faire sa présentation. Elle a beaucoup de choses à nous partager, donc on la laissera du coup faire sa présentation. Moi, du coup, je vais l'accompagner sur ça, donc je l'interromprai s'il y a des questions vraiment pertinentes pour répondre à vos questions, mais on va plutôt passer à la partie questions à la fin, si c'est OK pour vous. Donc voilà, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. On va attendre 2-3 minutes et on pourra commencer. Bonjour Cathy, bonjour Francis. Ah, je vois qu'il y a des apprenants de chez nous, formation SEO, formation... Ah, en formation CM. On a des Ah, apprenants en formation CM. parfait. Parfait. Bonjour Virginie. Bonjour Mélanie. Hop. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. On peut commencer, Lisa, si tu es OK. Tu peux commencer ta Carrément, présentation. carrément, c'est parti. Bah, bienvenue à tous et à toutes. Alors moi, j'ai pas du tout accès au chat pour information, comme le disait Maïva. Je la laisse me couper si vraiment vous avez des questions. N'hésitez pas en tout cas. Et en tout cas, ce webinaire a été fait, disons, pour tout type de personnes. Donc vraiment, que vous démarriez ou que vous soyez déjà, bah, comme ici, en formation ou que vous soyez potentiellement community manager, ça peut intéresser vraiment tout le monde. Et je dis surtout ça par rapport aux éventuelles questions qui peuvent paraître bêtes. Bah, il n'y en a pas, donc vaut mieux que vous les posiez maintenant plutôt que vous regrettiez par derrière. Il faut que ce soit utile pour tout le monde, quoi. Donc voilà, bienvenue dans ce webinaire. On va parler ici des tendances et des erreurs à éviter. Mais avant toute chose, je vais faire une micro-présentation de moi-même. Donc, je m'appelle Lisa, je suis la référente de la formation en community management. Et à côté de ça, donc, je suis également chef d'entreprise, photographe et vidéaste. Donc, toujours dans le domaine du marketing et de la communication, et notamment bah, de la photo et de la vidéo à destination des réseaux sociaux. Donc, ça fait vraiment un petit peu le package 360 degrés pour pouvoir proposer ça à des clients. Et surtout, du coup, bah, dans la formation, pour que je puisse aussi adapter mon discours à des apprenants qui seraient susceptibles de pouvoir utiliser ces domaines-là. Voilà pour ça. Donc, dans ce webinaire, j'ai divisé ça en 4 parties. Donc, la première, ça va être du coup les stratégies qui feront la différence en 2025. Vraiment, on va parler aussi des tendances de ce qui est mis en avant par l'algorithme actuellement et ce que vous pourrez tester du coup dans vos boîtes ou, ou en tant qu'entrepreneur, par exemple. Ensuite, la deuxième partie, très tendance et très d'actualité, donc l'impact de l'intelligence artificielle sur le community management. Alors là, on va voir aussi les limites de l'intelligence artificielle. Je vous mettrai un petit peu en situation. J'ai un apprenant qui m'avait posé une excellente question par rapport à l'intelligence artificielle, sur laquelle, du coup, je vais répondre dans ce webinaire. En troisième partie, les erreurs à éviter pour ne pas plomber votre visibilité. Alors peut-être que ce sont des erreurs dont vous n'avez pas encore conscience, ou alors ce sont des erreurs qui, tant mieux, vous les avez déjà évitées et ça vous rassurera davantage. Et en quatrième partie, une petite conclusion et surtout un espace pour vous laisser un petit peu la parole sur des questions-réponses, enfin surtout sur des questions par rapport au webinaire, mais potentiellement peut-être aussi par rapport à votre domaine d'activité, si vous avez une question assez précise à nous poser. Donc, comme je le disais, on va commencer par la stratégie qui feront la différence en 2025. Alors, la première chose que j'ai compris et que j'ai vu, c'est le snack content qui est toujours au sommet du coup de la stratégie. Le snack content, c'est de l'anglais, donc si je le traduis, c'est vraiment le contenu qui se mange. Le contenu qui se mange rapidement. Donc, c'est des formats plutôt courts. Ici, on va pouvoir parler de vidéos courtes. Donc, quand je dis court, c'est approximativement moins de 30 secondes. C'est environ voilà, de 10 à 30 secondes.
Une vidéo qui est optimisée du coup sur mobile de préférence, parce que je pense que vous êtes conscient et consciente que le mobile enfin en tout cas le format mobile est utilisé par la majorité des utilisateurs, voilà, notamment sur Instagram et TikTok. Rares sont les personnes qui vont le regarder sur ordinateur. Sauf moi peut-être, parce que je passe ma vie sur l'ordinateur à former les gens. Mais ça, c'est encore différent. Je fais partie de du petit pourcentage. Donc, misez sur des vidéos courtes avec un message fort dès les 3 premières secondes. Donc ça, c'est l'une des choses aussi les plus importantes, c'est que vous avez peut-être déjà scrollé ce matin sur TikTok ou sur Instagram. Quand vous scrollez, on a le scroll rapide. Donc finalement, en fait, il faut pouvoir accrocher l'utilisateur, que ce soit de par l'accroche, donc le texte, ou alors de par le visuel. Donc un mouvement, un visage, une trend, etc. Donc on dit toujours que c'est entre 2 à 3 secondes où il faut tout miser et après vous pourrez partir sur autre chose. Ensuite, en dehors de la vidéo, on parle aussi de carrousel, donc de posts, disons, fixes, à l'aide de mini storytelling. Storytelling, c'est raconter une histoire. Donc là, l'idée, c'est que pour pouvoir raconter une histoire sur des formats courts, il faut que ce soit percutant en quelques secondes. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. C'est vraiment l'idée de pouvoir peut-être susciter un intérêt par rapport à votre histoire. Par exemple, mon histoire sur mon carrousel, ce sera j'ai perdu un client alors que je suis CM. En fait, vous avez envie d'en savoir plus. Peut-être que du coup, j'en dis plus en description ou alors je vous demande de revenir vendredi pour en savoir plus. Ça aussi, c'est des petites stratégies à mettre en place. Ensuite, toujours en termes d'engagement, il faut encourager les interactions. Encourager les réactions à l'aide de questions, de call to action, donc d'appel à l'action, et de contenu participatif. Souvent, la problématique en community management, c'est qu'on a du mal à avoir de l'engagement. Donc, on a du mal à avoir des likes, des commentaires, des partages, des réponses en story. Et en fait, c'est pas aussi facile que ça. Mais d'un autre côté, si vous posez pas de questions à votre audience et des questions qui sont précises par rapport à leurs réels besoins, ils vont avoir du mal à vous répondre finalement, à prendre du temps pour vous. Parce que c'est ça qui est le plus important surtout, c'est de se dire que l'utilisateur, il a beaucoup de contenu quand il va sur les réseaux sociaux. Pourquoi il irait répondre à votre story ou votre carrousel plutôt qu'un autre? Il va quand même prendre 2-3 minutes à échanger. Donc, il a besoin du coup que ce soit soit une question vraiment, disons, qui a pour but de faire parler l'audience, de donner son avis. Les gens aiment bien donner leur avis. Par exemple, ah bah moi, le snack content, j'en fais aussi. Et par exemple, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, etc. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est donc exploiter les tendances et l'actualité. On ne le dira jamais assez. Il faut pouvoir suivre les tendances. Et ce qui est bien, c'est que vous avez déjà commencé à les suivre en venant dans ce webinaire, donc c'est super. Mais dans 2 semaines, peut-être que du coup, les tendances auraient évolué. Je vous dis ça maintenant et il faut prendre conscience que du coup, ça va changer. Et par rapport à l'actualité également, parce que du coup, vous êtes dans plusieurs domaines d'activité. Donc, si ça se trouve, vous pourrez du coup communiquer sur une actualité précise. Par exemple, si vous êtes community manager, vous allez communiquer sur le fait que TikTok et Instagram ont changé leur algorithme récemment. Voilà, ça fait partie du contenu. Il y a de la valeur ajoutée et en plus de ça, c'est d'actualité. Voilà pour ça. Alors, je vous ai rajouté un petit mais, parce que le snack content, lui, c'est toujours au sommet. Mais en 2025, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le contenu long prend une place de plus en plus importante. Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que le snack content, que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça attire. Ça attire parce que du coup, c'est des formats qui se mangent rapidement. C'est des formats où on n'a pas forcément besoin de rester 10 minutes sur le contenu pour en savoir plus, mais qui vous donnent quand même quelques petites informations. Le contenu long, à contrario, ça fidélise et ça rapproche l'utilisateur de la marque. Mais aussi, l'algorithme valorise les contenus qui retiennent l'attention. Forcément, partie du principe que l'algorithme, ce petit robot qui vous place un petit peu, qui vous rend visible auprès de personnes inconnues, il a besoin de savoir en fait ce qui fonctionne. Il n'a pas de sentiment. Il ne peut pas savoir que vous êtes gentil, que vous êtes bienveillant, que vous avez un produit de fou. Par contre, tout ce qui se dit, c'est s'il y a des personnes qui restent sur son contenu, c'est que c'est intéressant, c'est que peut-être il y a plusieurs autres personnes qui peuvent être intéressées par ce contenu. Et s'il y a si votre utilisateur reste pendant 2-5 minutes sur votre contenu, l'algorithme va se dire OK, go, je booste. Ensuite, les contenus longs sont beaucoup plus enrichissants et éducatifs que le snack content. J'ai mis entre parenthèses, c'est logique en fait. Forcément, si vous conversez avec quelqu'un pendant 10 minutes, normalement, votre contenu sera enrichissant, vous allez pouvoir donner des conseils, en recevoir en retour, alors que le snack content, si vous discutez avec quelqu'un pendant 30 secondes, faut aller à l'essentiel, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, un contenu long
est structuré et mieux référencé. Et ça va avec ce que j'ai dit en haut. Vous allez pouvoir du coup mieux référencer votre contenu grâce au SEO. SEO, du coup, c'est le référencement naturel, c'est-à-dire des mots-clés qui vont booster du coup votre visibilité. Je vais utiliser le terme community management, le terme par exemple TikTok, algorithme, etc. Et ça va du coup pouvoir me mettre en avant. Et pour finir, les tendances 2025 vont dans ce sens, vont dans le sens du coup du contenu long. Donc, je ne sais pas si c'est, je crois pas que c'est encore mis en place, en tout cas en France, en tout cas en Europe, mais TikTok va sortir des vidéos de 30 minutes. Là, actuellement, c'est plutôt 10 minutes, et maintenant, le contenu va évoluer. 30 minutes, c'est long, hein. Là, on va voir des reportages sur TikTok, sur la plateforme, mais d'un autre côté, c'est bien et pour les utilisateurs et pour du coup les marques. Ensuite, quelque chose qui existe déjà depuis quelques temps, c'est les slides, les 20 slides sur les carousels Instagram. Et ça, c'est une nouveauté de l'année dernière. À l'époque, on pouvait en faire seulement 10. Alors, dites-vous que c'est vraiment quelque chose de stratégiquement positif. Vous mettez en place 20 slides, ce qui vous permet davantage déjà de structurer pour éviter de mettre un pavé de texte sur vos slides. En fait, vous allez du coup raconter une réelle histoire sur plusieurs slides et rendre la chose un petit peu plus vivante et plus lisible aussi. Mais vous avez également, parce que je parle beaucoup de Facebook, Instagram, TikTok, et on ne va pas oublier LinkedIn, vous avez aussi les newsletters et les articles sur LinkedIn qui vous permettent du coup d'ajouter du contenu beaucoup plus storytelling et peut-être même un petit peu plus commercial. Parce que le community management, c'est pas uniquement de la visibilité, c'est aussi un moyen de convertir. Et ça fait aussi partie de votre stratégie commerciale. Et évidemment, et comme toujours, on n'oublie pas YouTube qui, lui, s'est adapté, a fait l'inverse. Il s'est adapté à la base, c'était plus du format long. Et maintenant, il s'est adapté au YouTube Shorts. Donc, c'est en fait le même format que des Reels et que des TikTok. Voilà pour ça. Alors, Lisa, je te coupe juste 2 minutes, juste pour vous dire, vous aurez accès au replay, donc pas de panique pour ça. On a juste des petites remarques par rapport à ce que tu viens de nous dire, notamment pour l'engagement. Notamment de Christelle qui nous dit que c'est dur pour les commentaires, ça commente plus trop en général. Et Céline qui nous dit j'ai le sentiment qu'il y a globalement peu d'engagement, peu de likes pour beaucoup de vues. Ok. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu peux leur donner une petite réponse? Complètement. Alors, effectivement, il faut analyser, et c'est bien que vous l'ayez déjà compris que du coup, il y a peu de likes, peu d'engagement. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est la stratégie. On l'a vu déjà avec quelques apprenants, mais c'est de mettre en place sa cible. En fait, il faut savoir à qui vous vous adressez. Et c'est pas uniquement se dire du coup je suis par exemple naturopathe, alors je vais mettre en avant les fruits et les légumes de saison. En fait, il faut surtout voir ce que les utilisateurs veulent voir sur votre plateforme par rapport à votre domaine. Et c'est du coup créer du contenu à forte valeur ajoutée. Et surtout au niveau du format aussi. Est-ce que votre cible, elle préfère les reels parce que du coup, ce sont des personnes qui n'aiment pas forcément lire, il faut aussi pouvoir analyser ça, ou à l'inverse, ce sont des personnes qui adorent lire et qui adorent avoir du contenu vraiment poussé. Dans ces cas-là, le format newsletter, article fonctionne très bien. Là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si vous n'arrivez pas à atteindre votre cible, à avoir des likes et des commentaires, je pense que c'est parce que du coup, votre contenu, effectivement, soit il n'est pas forcément adapté, soit il n'est pas poussé. Parce que en fait, il y a différentes choses. Il ne faut pas tout de suite se dire ah mais du coup, ce que je poste, c'est nul. Parce que c'est souvent ce que j'entends. C'est au contraire, si vous êtes sûr que c'est un contenu qui plaît, si vous êtes sûr que le format convient, c'est peut-être au niveau du référencement, c'est peut-être au niveau de l'algorithme. Essayez de regarder ce que vous faites de moins bien. Après, c'est surtout l'appel à l'action aussi, le call to action. Je vois beaucoup de personnes qui postent, qui racontent une histoire, et c'est tout. Sauf que l'informatif n'attire pas du coup l'engagement, forcément. Donc, il faut essayer de mettre soit des grands textes avec un call to action à la fin, mais dans ces cas-là, il faut que la personne puisse lire 5 lignes avant de pouvoir engager, ou alors vous essayez du coup de poser davantage de questions. Aussi, ne pas oublier le format story, donc de poster par exemple, le carrousel, de le mettre en story et de dire plus d'informations dans ce carrousel. Et dans ces cas-là, ensuite, vous poussez un peu les internautes à la visibilité de votre post. Ouais. Mais il y a Ouais. Excuse-moi. Non, c'était juste pour te dire que je complète un petit peu ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. On nous demande justement comment est-ce qu'on peut savoir en amont ce que préfère notre cible, notamment Christelle qui nous demande ça. En fait, c'est tout simplement en faisant des tests. Vous faites des tests sur un mois, vous essayez différents contenus et puis vous voyez ce qui marche le mieux. Et si je peux ajouter juste un petit truc à ce que tu as dit, Lisa, c'est juste
essayez de vous demander, quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur LinkedIn et que vous commentez un post, pourquoi est-ce que vous le commentez? Est-ce que c'est parce que la personne, vous êtes reconnu dans ce qu'elle a dit et vous avez envie de rebondir sur ce qu'elle a dit? Enfin, essayez toujours de vous dire, quand vous voyez quelque chose, pourquoi est-ce que moi je le commente? Qu'est-ce qui m'a donné envie de le commenter? Et dans ce cas-là, l'adapter à vous, à votre contenu. Voilà, je te laisse continuer. Totalement. Totalement, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions correctement. Sinon, n'hésitez pas à rebondir dessus. Du coup, je vous mets ici quelques formats clés à exploiter. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de votre cible et de votre domaine d'activité. Donc ici, on peut y retrouver des posts détaillés sur LinkedIn, sur Thread ou Instagram. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Thread, globalement, c'est le nouveau LinkedIn. C'est le nouveau X. je m'embrouille. C'est le nouveau X, c'est-à-dire que Thread, comme son nom l'indique, ça veut dire fil d'actualité. J'en parlerai dans une prochaine partie, notamment sur les tendances. Donc ici, vous pouvez exploiter le storytelling, votre expertise aussi. Je reprends l'exemple de la naturopathe. La naturopathe, elle apporte du coup beaucoup de choses à ses clients, mais elle a une réelle expertise. Par exemple, si elle a 5 à 10 ans d'expérience, elle a des choses à raconter. Et ça fait partie aussi de sa crédibilité de montrer qu'elle sait. Et les gens maintenant sur les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, tout le monde donne un peu des conseils. Je dis pas que c'est négatif, je dis juste qu'il faut que vous puissiez sortir du coup de ce côté-là et dire, bah moi du coup j'ai des années d'expérience, potentiellement des certifications, des formations, etc. N'oubliez jamais de parler de vous. C'est ce que j'ai remarqué aussi chez quelques apprenants et dans mon entourage. On est humble et on a trop peur de parler de nous, mais en fait ça vous crédibilise au maximum. Donc ça c'est un bon point et une chose à faire, je pense. Et ensuite pourquoi pas des analyses détaillées. Analyse, par exemple, dans le community management, ça va être, bah voilà, j'ai compris que sur TikTok, en 2025, il y avait voilà, un pourcentage de hausse de conversion de 50%, etc. Voici la source. Voilà, vous donnez un petit peu des analyses. Ça, c'est un parti pris. Ensuite, vous avez très intéressant les articles et les newsletters sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment de la valeur ajoutée et surtout de l'exclusivité que vous offrez du coup à vos utilisateurs, à vos followers pour créer du lien avec l'audience, mais surtout pour susciter un intérêt et avoir un petit peu plus de confiance. Pour ceux qui ne savent pas vraiment différencier l'article et la newsletter, l'article, c'est un article. Ça existe depuis des années sur LinkedIn, depuis presque toujours. Voilà, c'est un article que vous mettez ensuite en avant en post. Alors que la newsletter, c'est différent. C'est une newsletter interne à LinkedIn et ça vous permet en fait d'envoyer une newsletter à tous vos followers. Donc ça, en fait, c'est une stratégie pareille. C'est une stratégie différente de l'article. Article, c'est plus la création de contenu. Newsletter, c'est plus la partie marketing de contenu qui va vous permettre derrière aussi de convertir et de renvoyer vers une offre, votre site, etc. Ensuite, on a le format podcast et vidéo YouTube long format. Donc, on n'oublie jamais aussi le format podcast qui est peu mis en avant, mais qui aussi en 2025 voit le jour de plus en plus. Et donc là, il faut savoir que les audiences, en tout cas la vôtre peut-être, sont prêtes à passer beaucoup de temps en fait à lire votre contenu, à écouter votre contenu s'il est captivant et s'il a une forte valeur ajoutée. Donc souvent, pareil, j'entends des choses en disant oui, mais je sais pas forcément quoi dire. Bah, sachez qu'en fait, vous avez des choses à dire parce que c'est sûr que tout le monde a quelque chose à raconter, que ce soit personnellement, professionnellement, et tout le monde a un intérêt à écouter aussi votre histoire. Donc ça peut donner des idées aux autres et vous êtes peut-être plus important que ce que vous le pensez. Donc, faut ne pas hésiter aussi à parler de vous. Ça, c'est super important. Et ensuite, je finis par les vidéos longues sur TikTok. Donc, entre 3 à 10 minutes, en tout cas dans un premier temps, et potentiellement 30 minutes, à voir quand est-ce qu'en Europe, on a le droit à cette belle fonctionnalité. Et là, c'est du storytelling. Pour les personnes qui connaissent TikTok, vraiment, c'est raconter son histoire. C'est même plus des belles, des beaux setups. C'est-à-dire, on va pas mettre sa caméra d'une certaine manière. C'est vraiment en mode selfie. Et c'est l'authenticité qui est mise sur le devant de la scène sur TikTok. Maintenant, les créateurs de contenu qui s'embêtent à faire du contenu trop qualitatif, vraiment de type TV publicitaire, ça marche moins bien parce que maintenant, on a besoin de voir qu'on peut être authentique, quoi, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, on a quelques petites questions sur cette première partie. Donc, par rapport au format long, notamment, c'était une question de Océane tout à l'heure. Est-ce que les utilisateurs seront une bonne cible pour les contenus longs vu qu'on est habitué aux contenus courts et que notre cerveau s'est habitué comme ça?
Contenu long, qu'on habitue au contenu court. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'il y a une question d'habitude, mais il y a surtout pour moi une question d'évolution et de besoin. En fait, c'est le contenu court, il peut être fonctionnel pour un certain type de cible. Si ça se trouve, dans ton cas, Océane, ta cible, elle préfère le snack content. Pourquoi? J'idéalise, je ne connais pas vraiment ton business, mais c'est des personnes qui travaillent énormément, elles n'ont pas beaucoup de temps, elles sont peu sur leur mobile et il faut que tu les attrapes. Dans ces cas-là, en fait, tu vas pas voilà, imaginons que c'est un père de famille, une mère de famille qui sont pas beaucoup sur leur téléphone du coup le soir. Dans ces cas-là, ils vont manger un peu de contenu entre midi et deux, mais vraiment 5 minutes, et pareil le soir avant de se coucher. Et là, dans ces cas-là, bah, tu les oublies pour les contenus longs, hein. Ils n'ont même pas le temps de regarder un film, donc ça fait partie un petit peu de ta stratégie et de ton persona. Persona, c'est ta cible semi-fictive, ton personnage. Donc par exemple, ben, ton persona, il va s'appeler Lisa, voilà, par exemple, qui scrolle TikTok et tu vas lui donner du contenu court. Ça, c'est une chose à analyser. Et ensuite, le contenu long, il suffira pour toi de le tester. Tu testes ça sur, allez, on va dire 2 mois, parce qu'un mois, c'est peut-être, voilà, vaut mieux le tester sur plus de temps, parce que si ça se trouve, c'est la période où c'est compliqué. Il faut tester ensuite le format long, et que surtout de demander l'avis aux utilisateurs. En fait, moi, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, ça peut faire peur, mais derrière les réseaux sociaux, derrière les followers, vous avez des vraies personnes. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur dire, est-ce que tu aimes mon contenu? Ah, j'ai sorti un nouveau contenu, est-ce que tu l'aimes bien? N'hésite pas à donner ton avis. Je rebondis sur ce que j'ai dit avant, les gens aiment donner leur avis et ils aiment qu'on les implique dans une stratégie. Personnellement, c'est ma stratégie pour ma société et en général, les gens aiment bien dire ah ouais, ça me plaît pas et elles ont aucune pitié à le dire et ça me va très bien. Ou ah, ça, c'est vraiment très bien, mais je le verrai plus un peu moins longtemps parce que j'ai pas trop le temps de le voir, etc. Donc, ma réponse est un peu vague parce qu'évidemment, ça dépend de plein de choses, mais pour moi, c'est vraiment le test and learn, c'est-à-dire le tester et t'apprends. Tester, apprends et tu refais. Tester, apprends et tu enlèves. Et voilà, tu rebondis sur certaines statistiques. Très bien, merci Lisa pour ta réponse. On avait une autre question aussi de... Alors, je suis désolée si j'écorche le nom, Gita, je ne sais pas trop. Est-ce que les hashtags permettent de mieux référencer aussi le contenu? Et bah pareil, ça vous avez des excellentes questions sur ce webinaire parce que c'est totalement d'actualité. En fait, les hashtags, en tout cas sur Instagram, vont disparaître. Je sais pas pour celles et ceux je sais pas si vous le savez en tout cas, mais ça a été annoncé il y a quelques semaines maintenant, voire presque un mois, et ça va totalement disparaître pour plusieurs raisons. J'imagine que c'était compliqué en fait de se référencer. Vous aurez plus l'option en fait de cliquer sur un hashtag, par exemple hashtag community management, et ensuite d'avoir toutes les publications liées à ce hashtag-là. Ça va plus être possible et du coup maintenant il va falloir tout miser sur le SEO, comme je disais, le référencement naturel, c'est-à-dire ajouter une description optimisée. Et là, dans ces cas-là, on va sur une stratégie vachement plus optimisée parce que les hashtags, bah, il y avait une stratégie dessus, évidemment, hein. Hashtag community management, hashtag TikTok, etc. Mais en fait, la plateforme se noyait un petit peu là-dedans et on utilisait les hashtags un peu à tout va sans forcément vraiment comprendre. Maintenant, le plus dur, mais d'un autre côté qui est très positif pour vous, c'est que vous allez créer une description, essayer d'optimiser, mais tout en racontant une histoire. Donc en fait, vos mots vont avoir un impact direct sur l'utilisateur et dans votre référencement. Donc en tout cas, les hashtags, une chose est sûre, est-ce que pour l'instant, vous pouvez déjà les mettre de côté, déjà commencer un petit peu à s'estomper, plus y penser et vous concentrer sur la création de contenu et le SEO. Parfait Lisa, merci. On a une autre question de Ella. Est-ce qu'on retrouve ce genre de contenu dans la formation CM? Oui, alors totalement. Pardon, tu voulais répondre, Maïva? Non, je te Non. laisse. Vas-y. Et là, oui, totalement. En fait, je vais en parler davantage à la fin de la formation, mais en fait, pour te teaser un petit peu, on va parler de l'aspect stratégique parce qu'on ne poste pas juste pour poster, on ne poste pas parce qu'on croit que la cible va aimer ça. Tout est lié du coup à l'aspect stratégique. On va pouvoir se positionner sur votre marché, créer du coup la cible, vos personas, créer des thématiques, des idées de contenu qui sont régulières pour pouvoir mettre du contenu récurrent. Et ensuite, ben, à fond de la création de contenu. Parce que la stratégie, c'est bien beau, mais on ne va pas vous laisser tout seul par la suite. Donc, vous allez créer du contenu sur les plateformes qui sont pertinentes du coup pour votre projet. Instagram, TikTok, etc. Sachant qu'on va parler de 7 plateformes dans cette formation. Il y a aussi Twitch, Pinterest, X, etc., etc. Voilà, comme ça, on voit un petit peu large et vous avez aussi davantage comment dire, de
voilà, d'informations concernant plusieurs plateformes. Et ensuite, on aura également la partie statistique, optimisation continue. Par exemple, si tu as déjà posté là sur tes réseaux sociaux et que du coup, tu n'arrives pas à avoir de l'engagement ou des clics sur ton site web, on va aussi pouvoir analyser et dire, ah mince, bah pourquoi? Pourquoi tu n'as que 2 clics ici? Ah, c'est peut-être parce que là, tu n'as pas mis de call to action ou parce que ton visuel n'est pas assez optimisé. Et on va voir tout ça ensemble. Ouais, la formation est très, très, très complète. Il y a encore des questions, mais je vais te laisser un peu continuer. On continuera Ok, de répondre aux questions après. Vous inquiétez pas, on va répondre à tout le monde. carrément. Je te laisse. Super. Alors du coup, le matching parfait, ça peut être pour vous le poste long plus des postes courts. Je m'explique en gros, vous pourrez créer du contenu court pour capter l'attention rapidement. Ça, c'est vraiment l'objectif du Stack Contents. Et ensuite, créer du contenu long pour fidéliser et être boosté par l'algorithme. Ce qui peut vous permettre de, du coup, déjà de tester et ensuite d'attirer différents types de personnes. Si ça se trouve, dans vos cibles, vous avez une personne qui n'a pas le temps et une autre personne qui a un petit peu plus le temps et qui préfère le format long. C'est pas impossible non plus. Donc, essayez de faire ça une fois sur 2 ou une fois sur 3 ou une fois par mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous analysez et vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Sachant que le contenu long, ça peut faire partie de votre stratégie de contenu un peu storytelling. Donc, je raconte ma vie en tant que community manager, je raconte mes histoires avec mes clients. Et le contenu court qui est, je booste du coup mon contenu de par les tendances que je vois. Ça peut être des tendances TikTok, ça peut être des tendances Instagram, etc. Le plus important ici, je vous ai donné les clés du coup pour avoir du contenu un peu pertinent. On a vu les posts longs, courts, c'est super. Mais maintenant, j'avais envie un peu de creuser plus dans l'opérationnel. Donc, comment rendre votre contenu percutant? Et là, en marketing, c'est ce qu'on appelle des hooks. Je ne sais pas si les personnes savent ce que c'est. En tout cas, c'est des accroches. Je vous l'ai dit avant, on peut accrocher par du texte, on peut accrocher par des visuels, on peut accrocher par des transitions. Vous voyez, parfois des transitions avec la main, etc. En fait, ça fait rester l'utilisateur parce que ça lui fait susciter un intérêt ou une émotion, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai séparé un petit peu plus différents types de hooks, de hooks créatifs pour capter l'attention. Alors, la première chose à savoir, et je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est qu'il faut savoir qu'un utilisateur prend environ 2 à 3 secondes aller pour décider s'il va rester sur la vidéo. Vraiment, ça partait du principe que dès que vous créez une vidéo, regardez-la à nouveau et vous vous dites, vous la coupez au bout de 2 secondes. Et vous dites, est-ce que c'est suffisant pour attirer du coup mon utilisateur vers la suite de la vidéo. Donc il y a plusieurs hooks, plusieurs accroches du coup du début de la vidéo. Ça peut être une question, ça peut être une accroche négative, une accroche controversée, des chiffres, des pourcentages, un petit peu choc par exemple, une accroche qui résulte d'une expérience ou pourquoi pas par des faits surprenants. Savez-vous qu'il y a 10 community managers qui font des erreurs qui vont plomber leur visibilité? Enfin, voilà, par exemple. Et si vous faites partie de cette typologie de personnes, et ben, ça peut potentiellement vous intéresser. Ah mince, mais du coup, qu'est-ce que je fais comme erreur? Je vais continuer la vidéo, par exemple. Je ne vais pas m'arrêter à ici. Ah là, en tout cas, je vais vous donner davantage d'informations par rapport à chaque typologie du coup de hook. Le hook sous forme de question. Alors, il y en a plusieurs. Je vous ai donné quelques détails. Évidemment, c'est à vous d'ajouter et de mettre ça un petit peu à votre sauce selon votre domaine. On peut dire pourquoi personne ne parle d'eux? Pourquoi personne ne parle des community managers qui utilisent des hashtags? Comment réagiriez-vous si? Et là, vous mettez une situation improbable. Comment vous réagiriez si Instagram n'était plus là? Avez-vous déjà pensé que? Voilà, conception inattendue. Imaginez si vous pouviez. Imaginez si vous pouviez avoir 10 000 commentaires sous votre publication. Ça donne envie un petit peu. Alors bon, faut pas que ce soit vraiment bullshit, mais en tout cas, c'est l'idée d'attirer par une question et de susciter l'intérêt. Ensuite, il y a aussi des hooks de type c'est juste moi ou voilà, c'est juste moi ou il y a plein de community managers qui font des erreurs. Voilà. Et quelle serait votre réaction si, par exemple? Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'engager, d'intriguer et de susciter du coup l'intérêt pour votre audience dès les premières secondes. Ensuite, vous avez la partie hook négative. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment le côté négatif. Je le précise, c'est pas forcément. Là, il faut que vous puissiez choisir en fonction de vous, de votre trait de caractère, de votre manière de parler. C'est ce qu'on appelle un peu la ligne éditoriale en marketing et en community management. Donc voilà. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Voilà. Tu n'as pas besoin de quelque chose lié à votre activité. Arrête de. Donc voilà, arrête d'utiliser des hashtags, par exemple. Personne ne parle de. Donc voilà, des événements liés à votre niche.
voici le pire ou la pire chose à faire pour, voici la pire chose à faire pour un community manager sur Instagram, le secret pour avoir plein d'engagements, etc. Ça donne envie. Et pourquoi pas 10 erreurs que vous devez éviter de faire si vous voulez des abonnés. Voilà, ça vous donne des exemples. L'idée, c'est que voilà, si vous voulez screen ou revoir la formation, mettez ça dans un coin de votre tête. Et quand vous voulez créer une vidéo, créer une accroche, je parle de vidéo, mais aussi potentiellement de carrousel, vous rebondissez là-dessus et revoyez un petit peu ces vidéos, ça peut vous aider. En tout cas, l'objectif ici, c'est de capter l'attention, de créer vraiment ce sentiment d'appartenance, de renforcer la curiosité, de se rapprocher des utilisateurs et d'inciter à l'action ou au changement. Voilà. Ensuite, on a le controversé. Je vais un peu plus rapidement, vous avez un peu compris le concept. Je déteste quelques éléments liés à votre activité et voici pourquoi. Comme ça, vous indiquez vraiment que c'est pas juste pour râler, c'est aussi que vous allez expliquer pourquoi. Et là, ça crée le débat. Controversé, hein, pour ceux qui savent pas vraiment comment on peut le définir, c'est pour moi créer le débat. C'est que vous allez vraiment, paf, directement rentrer dans le vif du sujet. L'utilisateur, il va se dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Et en fait, vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Et là, ça va potentiellement donner envie aux autres de donner leur avis en commentaire. Voici un hack pour les hashtags, c'est mort, et je vous explique pourquoi. Je prends toujours cet exemple-là maintenant. Ça va faire polémique, mais, alors là, du coup, déjà, d'entrée de jeu, vous indiquez un petit peu la couleur aux utilisateurs. Tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais, et la vérité sûre, par exemple. Donc, là, l'objectif, c'est de créer un engagement quasiment immédiat, provoquer une émotion forte, une sensation forte chez les utilisateurs, qu'elle soit positive ou négative. C'est pour ça que je dis controversé. C'est qu'il faut faire attention aussi à, là, vous allez donner votre opinion, vous allez donner du coup potentiellement votre avis. Donc, il faut aussi avoir conscience que les commentaires, ça peut être positif ou négatif, mais dans tout cas, ça va vous donner de l'engagement. Donc là, c'est un parti pris. Tout le monde ne doit pas instaurer ça dans sa stratégie, du moins. Ensuite, des chiffres et des pourcentages. Donc, comme son nom l'indique, voilà, X% des community managers sont tatati problématiques. Voici pourquoi X% de votre cible échoue après tant et tant de mois, tant et tant de semaines. Et voilà, cette erreur peut vous coûter des millions d'euros, par exemple, ou des clients. L'objectif, donc, c'est que les utilisateurs aiment les faits. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai donné des chiffres. On aime les faits rationnels et concrets. C'est pourquoi les statistiques peuvent rendre votre contenu plus professionnel et engageant. Quand on vous dit 80% des community managers font des erreurs par rapport au hashtag, vous vous dites ah ouais 80%, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est la même chose pour les utilisateurs. Hop, j'en ai deux autres. Donc le hook qui résulte d'une expérience, et ça là je l'aime beaucoup. Là, en fait, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de marques qui aiment parler de leurs produits et de leurs services. C'est bien, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir parler de son expérience, mais qu'elle soit positive ou négative. Je ne sais pas quel type de contenu vous aimez, mais typiquement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas qu'une marque dise mon produit, c'est le plus beau et c'est le meilleur. En tout cas, moi, c'est vraiment ma façon de penser. Mais par contre, je préfère quand on dit voici comment j'ai créé mon processus, comment j'ai créé mon produit. Je me suis loupée ici, je suis transparente avec vous, j'ai rebondi, voici comment j'ai fait, etc. Ça fait partie du storytelling, en fait, finalement. Donc, ça peut être, ça peut être une idée. Pardon. Donc voilà, découvrons pourquoi le problème de la cible. Voici comment nous allons régler le problème de la cible. Je dévoile mon secret pour tatati tatata. Donc objectif, offrir une preuve sociale, qu'elle soit personnelle à votre expérience ou à vos clients. Parce qu'on parle aussi de personal branding. Et ça aussi, je le dis beaucoup à mes apprenants. C'est que vous avez une partie business. Donc, vous avez un produit, vous avez une crème de soin. Vous la mettez en avant, vous expliquez les résultats, c'est super. Mais derrière aussi, il y a vous. Vous, en tant que personne, vous êtes quelqu'un. Il faut humaniser aussi votre compte. Et il faut que vous dites, je m'appelle Océane. J'ai créé cette marque du coup de beauté. J'ai pas fait d'études, j'ai été en autodidacte, j'ai fait des formations, je me suis relevée, j'ai échoué, tatata. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, ça vous rajoute une réelle preuve sociale et du coup, surtout de l'humanité. Encore une fois, on en parlera après par rapport à l'authenticité. Et je finis sur ça, après je vous laisse aussi à vos questions. Le hook sur des faits surprenants. Donc, voici pourquoi votre action ne donne pas de résultat. Tout ce que vous pensiez savoir en lien avec votre cible est faux. Saviez-vous que arrêtez de faire ça si vous voulez par exemple des followers. Et le plus grand secret pour que personne ne vous a dit. C'est un peu effet ah bon,
Ah ouais, avec des termes un petit peu plus choquants, on va dire, dans la manière plus positive, disons. Donc là, c'est de donner des vérités brutes et surprenantes sans en oublier votre ligne éditoriale. Je le rajoute ici, mais cette dernière phrase des objectifs, en tout cas, le sans oublier votre ligne éditoriale est super important, mais partout. C'est-à-dire que je vous donne des conseils maintenant, mais en fait, je peux pas vous donner des conseils personnalisés. Je sais pas combien on est, mais ce serait juste pas possible. Donc l'idée, c'est que dans une formation ou dans un coaching, je peux personnaliser et adapter mon discours par rapport à votre domaine et vous dire, par exemple, que le hook, imaginons surprenant, n'est pas forcément fait pour votre business. Donc après, c'est à vous de tester aussi et de vous dire bah, comment vous avez envie de communiquer, à qui. Voilà pour ça. C'est bien, Lisa, tu me donnes plein d'idées de hook. Ah, c'est cadeau. C'est ça. Mais ouais, pour les personnes qui ont du mal à parler d'elles, c'est un bon compromis justement pour parler de soi. C'est vraiment parler de soi, mais dire pourquoi en fait on est qualifié en fait pour ce qu'on va proposer si on propose un service ou un produit. En fait, c'est tout simplement parler de soi. Moi, j'ai vécu ça et donc je suis qualifiée pour vous aider en fait. C'est pas juste parler de soi pour parler de soi. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques sur ça, mais on peut éventuellement répondre aux 2 questions qu'il y avait tout à l'heure, si tu es OK. Il y avait notamment la question de Céline. Les modifications de contenu sur les différents réseaux vont-elles modifier le type de personnes les utilisant? Alors, les modifications de contenu sur les différents réseaux peuvent modifier le type de personnes les utilisant. C'est-à-dire, si je comprends bien ta question, Céline, euh, alors attends, parce que j'essaye de la comprendre. C'est-à-dire que tu veux modifier les contenus sur différentes plateformes, c'est-à-dire adapter les contenus sur les différentes plateformes, ce qui va potentiellement modifier les... Je pense que c'est Pardon. plutôt... Non, je pense que... Alors, j'essaie de comprendre aussi. Je pense que c'est plutôt... est-ce que s'il y a des updates sur la plateforme, est-ce que ça va modifier aussi le type de personnes qui utilisent? Par exemple, là, tu disais Ah, les d'accord. hashtags qui disparaissent. Alors, je pense que c'est ça. Céline, elle nous dit le fait de passer de contenu court à des contenus longs. Ah Ah, oui, d'accord, ok. ok. Ok, c'était ça. Ok, merci pour la petite... voilà, sinon on serait allé sur différentes choses. Alors, ça ne peut pas forcément... Enfin, ça peut attirer d'autres personnes, mais en fait, il faut surtout que tu puisses le définir avant. C'est-à-dire que tu vas attirer d'autres personnes et il faut que tu te dises, ok, si tu attires ce type de personnes, est-ce que c'est tes prospects? Est-ce que c'est des personnes qui juste sont là pour prendre tes conseils, mais qui sont pas du tout tes clients? Ou au contraire, c'est des personnes qui, justement, grâce à ce contenu et à ce changement, peuvent faire partie de tes prospects qualifiés. Je dis vraiment quelqu'un que tu peux vraiment convertir en client. Donc ça va dépendre. Je suis d'accord avec toi et c'est une super bonne question. Si il y a des personnes qui peuvent aimer le contenu long, mais il faut pouvoir faire le tri en fait sur vos réseaux sociaux. Et il y a une chose, et tu viens de me faire penser, c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux des followers. Parce que c'est beau en même temps d'avoir 1500, 2000, 3000, 10 000 followers. Mais en fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est qu'un chiffre et qu'il ne faut pas se dire génial, j'ai 6000 followers. Il faut surtout comprendre qui sont tes followers. S'il y a des personnes qui adorent ton contenu long parce que tu donnes beaucoup de tips gratuitement, mais qui ne sont pas ta cible et qui vont jamais te convertir, c'est bien parce que ça te donne de la crédibilité et de la visibilité, mais derrière, il va falloir que tu adaptes ensuite ton contenu pour pouvoir attirer les vraies personnes. Parce que c'est pas eux que tu veux. C'est pas ton engagement qui va, voilà, parlons chiffres, hein, qui va te payer ton loyer ou qui va te faire tes clients. Mais par contre, ça te permet ensuite d'aller étape par étape et de te dire, OK, j'ai de l'engagement. Ça veut dire que l'algorithme va me donner de la visibilité. Ça veut dire que la visibilité, je vais pouvoir atteindre les clients vraiment qualifiés et ensuite convertir. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, je reste dans mon conseil du test and learn. Si vous faites si Céline, tu fais du contenu court, essaye le contenu long, une fois sur trois, comme je le disais, tu testes. Si le contenu court fonctionne, bah, n'arrête jamais, quoi. Vraiment, ce serait dommage. Essaye le format long. Si tu vois que ça te prend trop de temps, qu'au niveau retour sur investissement, c'est-à-dire qu'en termes de temps et d'énergie et de résultats, ça ne fonctionne pas, dans ces cas-là, tu pourras mettre de côté et faire différemment. Parfait, Lisa, j'ai rien à ajouter. On a une autre question. Alors, c'était Gita aussi qui nous demandait, on voit une nouvelle option, réel d'essai, comment vous conseillez de l'utiliser sur un contenu déjà publié? Alors effectivement, vous avez les réels d'essai. Alors pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé, mais par contre, il faut. En fait, à partir du principe que dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, utilisez-la. Parce que ce que je conseille toujours, c'est que, surtout Instagram, là on parle de réel, donc c'est surtout Instagram,
offre un large panel de fonctionnalités. Vous avez les stories, les highlights, c'est-à-dire les stories à la une. Vous avez la bio, les liens dans les stories, etc. Les posts, les reels, les hashtags. Bref, c'est vachement complet et c'est le réseau social qui, pour moi, à mon sens, est vraiment le plus complet. En tout cas, sur une partie vraiment visuelle. Pardon. Et donc, si Instagram sort des nouvelles fonctionnalités, testez-le parce que du coup, il met en avant davantage les personnes qui utilisent les nouvelles fonctionnalités. Et c'est normal. Donc j'aurais tendance à dire comment l'utiliser. Tu testes sur du contenu déjà publié, tu testes sur du contenu, sur du nouveau contenu, et tu essayes de regarder du coup ce que ça peut te donner comme résultat. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le créateur d'Instagram aussi fait un peu du test and learn. Il teste de nouvelles fonctionnalités. Donc, tant qu'elles sont disponibles, n'hésitez pas aussi à en profiter et puis voir si ça vous rapporte la visibilité. Mais comme dit Lisa, bah, si ça vient de sortir, utilisez-le parce que du coup, Instagram va vous pousser. Complètement. Alors, pour l'instant, ok. Bah écoute, tu peux continuer. Bon, tu peux continuer. super. Il y aura peut-être des questions par la suite parce que du coup, c'est aussi intéressant. En numéro 2, donc en deuxième tendance et en deuxième stratégie, ce que j'ai pu en ressortir, c'est du coup que la plateforme Threads va pouvoir devenir un incontournable. Je vous l'ai dit un petit peu, je vous l'ai teasé. Threads, ça veut dire littéralement fil en français. C'est l'application du coup créée par l'entreprise Meta, donc Meta Business, hein, donc Facebook et Instagram. C'est le concurrent direct de X, qui est anciennement Twitter. On va y arriver avec les différentes plateformes. Threads, c'est relié à Instagram. Et pour ça, je vous ai ajouté du coup des avantages et des axes d'amélioration. En fait, pour moi, partez du principe que dès qu'il y a une tendance qui est visible, ça peut vous laisser une porte d'entrée, rentrez dedans. Franchement, la tête la première, allez dedans et n'essayez pas de vous faire dépasser par les événements. Par exemple, si Thread devient un incontournable et que du coup, bah, vous y croyez moyennement et que vous y allez seulement dans 3-4 mois, en fait, bah, il y aura déjà vos concurrents qui auront peut-être plus de visibilité, qui auront déjà posté davantage, alors que vous attendiez. Donc, n'attendez pas, testez les choses. Donc, au niveau des avantages, Thread, c'est une application à part entière, mais qui est reliée à Instagram. C'est-à-dire que il faut avoir un compte Instagram pour pouvoir avoir un compte Threads, du moins pour pouvoir animer dessus, donc poster du contenu, etc. Le deuxième, pardon, je clique. Hop. Le deuxième avantage, c'est que le contenu est souvent montré à des inconnus. Et ça, c'est l'avantage incontournable pour moi de Threads. Je suis dessus, je teste des choses et je crois que j'ai jamais vu autant de nouvelles personnes avec lesquelles je peux échanger, communiquer, etc. C'est assez puissant pour ça. Donc franchement, mettez-y-vous dessus si c'est pas déjà le cas. En tout cas, c'est mon conseil. Ensuite, au niveau des avantages également, il y a un réel sentiment de sécurité et de proximité. Pour celles et ceux qui peuvent le savoir, X, c'est assez problématique en ce moment. Il y a beaucoup de polémiques et c'est souvent les politiciens, les médias, les journalistes qui sont dessus. Donc pour faire sa place en tant que marque, en tout cas en 2025, on commence à se poser des questions sur X, sur l'importance et l'impact en tant que marque. Donc Thread, c'est tout nouveau. On l'a dit avant, hein, c'est une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle plateforme. En tout cas, elle a un an, un petit peu plus d'un an. Donc autant l'optimiser au maximum et prendre un petit peu d'énergie pour ça. Et ensuite, le quatrième avantage, et pas des moindres, c'est que la cible, c'est du grand public et ce sont vos utilisateurs d'Instagram. Sachez que vous pouvez connecter vos utilisateurs à Threads. Donc imaginez que vous avez déjà une communauté de 3000 personnes sur Instagram. Vous faites copier-coller, vous faites OK, je veux le même contenu, et hop, vous avez 3000 personnes sur Threads. C'est quand même incroyable comme fonctionnalité, je trouve. Parce que dès qu'on crée un compte sur une autre plateforme, vous démarrez à zéro. TikTok, vous démarrez à zéro, etc. Là, ça vous permet de faire le lien. Donc, c'est vraiment puissant. Ensuite, en axe d'amélioration, pour pas dire point négatif, pardon, ou désavantage, parce que c'est pas forcément le cas. C'est une nouvelle plateforme, donc elle va évoluer forcément. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser Instagram Thread, sans de compte Instagram. Vous pouvez utiliser Thread sans compte, mais uniquement en tant que lecteur. Donc en fait, vous pourrez juste scroller, voir, mais pas liker ni commenter. Donc bon, globalement sur le papier, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, il y a encore actuellement un petit manque de fonctionnalité. Vous ne pouvez pas DM, c'est-à-dire pas envoyer de messages privés directement à vos utilisateurs. Il n'y a pas de hashtag. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est peut-être pas très grave, etc. Mais en même temps, c'est lié au côté où votre contenu est montré à des inconnus. Donc en fait, les hashtags, vous n'en avez pas forcément besoin. Ensuite, il y a peu d'infos sur l'algorithme. En même temps,
la plateforme, elle est en phase de test. Donc, elle est en train de tester, de montrer à des inconnus, de voir ce que ça donne, de voir si ça convertit, etc. Donc voilà, peut-être un jour, il y aura un algorithme sur lequel on pourra se positionner pour être davantage visible. Et ensuite, il n'y a pas de monétisation ni de publicité sur la plateforme. Donc pour l'instant, c'est uniquement ce qu'on appelle de l'organique. Donc voilà, c'est du test, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà dessus. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est si vous y arrivez, si vous arrivez à avoir une vraie stratégie dessus, à avoir des clients, ça peut être intéressant pour les autres aussi d'avoir vos conseils, d'avoir vos manières de fonctionner. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme une plateforme où vous devez être présent, mais tous les jours. C'est vraiment la plateforme où il faut faire de la modération. Allez regarder le contenu des autres, allez commenter, allez republier, allez liker. Ça sert à ça. Donc, ce qu'il faut vraiment, ce que j'avais envie de vous dire ici, c'est que, est-ce que pour vous, il faut communiquer sur Trade en 2025? Il y a des pour, il y a des contre. Oui, si vous voulez toucher une cible similaire à Instagram. Si votre cœur de cible, c'est Instagram, alors go. Allez sur Threads, c'est exactement la même cible et c'est une plateforme différente où vous pouvez promouvoir du contenu différent. Oui, si vous privilégiez du coup le contenu informatif et engageant. Storytelling. Vous avez un nombre de caractères de 500 caractères par rapport à 280 sur X. On est large, vous pouvez raconter des choses. Et ensuite, si vous cherchez un espace un peu moins polémique, qu'on se le dise, Threads, c'est un nouvel espace d'échange bienveillant. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas forcément il y a toujours de la bienveillance, il y a de l'entraide, il y a, voilà, si vous êtes des entrepreneurs et que vous démarrez sur la plateforme, dites-le. Et en fait, il y a plein de gens qui vont vous soutenir et c'est vraiment ce que j'ai remarqué et c'est ça le plus qui en ressort, du moins. Après, c'est pas forcément pour tout le monde. Threads, n'allez pas communiquer dessus si vous voulez de la visibilité très rapidement. C'est une plateforme qui est en phase de test. Utilisez d'autres plateformes qui sont plus connues, où il y a beaucoup plus d'utilisateurs et d'engagement, disons. Ensuite, non, si vous avez besoin d'hashtags et de tendances pour poster du contenu populaire. Je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de hashtag, c'est montré à des inconnus, il n'y a pas vraiment d'algorithme, c'est compliqué. Et ensuite, si vous voulez atteindre une cible, une audience large et variée. Ça reste un petit peu centré, Thread reste relié à Instagram, donc en fait, vous n'allez pas forcément toucher le B2B, c'est-à-dire les professionnels et d'autres personnes. Ça reste aussi un Thread, on va dire que la moyenne d'âge, on est encore entre 18 à 35, c'est large, mais au-delà, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des questions sur Thread? Alors, sur Thread, on a des petites remarques. C'est du bonheur. C'est plutôt contenu texte et photo. Et sinon, on a une question, effectivement, alors de Léna. Je vais l'afficher. Que pensez-vous des autres alternatives à X comme Blue Sky? Alors, je l'ai vu rapidement Blue Sky, très honnêtement, mais je me suis pas forcément penchée dessus parce que pour le moment, il en ressort pas du coup des articles ou des articles, disons, par rapport à ça. J'ai plus vu Threads en termes de stratégie et de tendance 2025 du moins. Blue Sky, ça pourrait être intéressant de se pencher dessus, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour ma part, je ne m'y suis pas penchée dessus en tant que community manager. Mais je me le note. En tout cas, si des gens connaissent Blue Sky et ont quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça peut toujours être intéressant aussi de prendre vos avis sur ça. Et si d'autres personnes ne le connaissaient pas aussi du tout, parce que c'est vrai que Blue Sky, c'est aussi assez récent. Donc, mais là, je pense qu'on est j'allais dire, dans une ère où il y a de plus en plus de réseaux sociaux et de plateformes qui vont voir le jour. Donc, ce qu'il faut surtout voir, c'est en fait s'y intéresser le plus rapidement possible pour voir ce que vous pouvez en faire et tester le contenu. Je le dirai jamais assez. Alors, ok. On a une question aussi de Océane. Comment savoir comment fonctionnent les algorithmes? Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce que la plateforme le dit elle-même? Ou il faut faire des tests pour savoir? Ouais, très bonne question. Alors, effectivement, Océane, les algorithmes, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettre une petite routine de ce qu'on appelle de veille opérationnelle. C'est-à-dire vous allez vous abonner à des newsletters, vous allez vous abonner à des créateurs de contenu qui, eux, du coup, sont à l'affût de chaque petite chose qui bouge sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes plus lectrice et lecteur, vous allez plus sur des formats newsletter articles. Si vous êtes plus réseaux sociaux, dans ces cas-là, vous allez suivre des créateurs de contenu qui sortent en avant-première les futures fonctionnalités. J'en ai plusieurs en tête. Alors, la première qui me vient en tête, c'est Call Me Voyou.
sur Instagram et elle est spécialisée du coup sur Instagram. Elle va vous sortir du coup et vous expliquer comment fonctionnent les choses. Après, il y en a certainement d'autres, ça dépend de votre secteur d'activité. Est-ce que vous voulez avoir les algorithmes un peu classiques? Dans ces cas-là, il y a du contenu aussi, il y a un outil qui s'appelle Swello, Swello, qui publie énormément d'articles, énormément de posts LinkedIn, Facebook et Instagram par rapport du coup aux différents algorithmes et tendances. Euh, D'ailleurs, c'est l'article que j'ai regardé aussi pour m'inspirer très clairement de ce webinaire. Regardez, donc il parlait également de trade, d'authenticité, etc. Voilà, les tendances sont, on va dire, sont universelles, quoi. Euh, Est-ce que la plateforme le dit elle-même? Franchement, ce serait magnifique si c'était le cas. Ce serait un peu trop facile, mais malheureusement pas tant que ça. Alors, il y a parfois des articles et il y a parfois des articles en fait sur Meta. D'ailleurs, vous pouvez suivre le Instagram de Meta et Instagram très clairement, parce que peut-être qu'il y a des articles en avant-première. Mais comme je vous le disais, c'est surtout la manière dont vous avez envie d'apprendre les choses. Est-ce que c'est plutôt format vidéo ou plutôt format article? Voilà. Et faut-il faire des tests pour savoir? Ça, dans tous les cas, vraiment oui, 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 oui. Parce que l'algorithme, c'est une chose, mais c'est surtout euh, votre cible qui va vous donner la réponse. Si votre cible n'interagit pas au bout de X temps, que vous avez pas mal de followers, mais que le taux d'engagement est mauvais, en fait, c'est à vous de dire aussi, ah bah mince, du coup, ça fonctionne pas bien. Est-ce que c'est parce que Instagram ne met pas en avant mon contenu? Moi, je l'avais déjà un petit peu compris comme ça avec ma société. On avait fait pas mal de vidéos réelles parce que tout le monde disait, il faut faire des vidéos, il faut faire des vidéos. Et au final, je me suis rendu compte que mince, est-ce que c'était ma vidéo qui est nulle? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Et au final, on est repassé au format carrousel, au format long, et là, ça a marché. Et là, je me suis dit, ah bah voilà, c'est que du coup, je fais les carousels alors, tout simplement. Et surtout, c'est pas non plus. Enfin, c'est vrai qu'on dit algorithme, ça peut faire peur, ça peut faire un peu robot, tout ça, mais en fait, forcément, il y a des nouveautés, mais l'algorithme, son but, en fait, tout simplement, la plateforme, dans tous les cas, toutes les plateformes, leur objectif, c'est juste de vous faire passer du temps dessus. Donc, en fait, Ouais, l'algorithme, il va juste choisir le contenu ou, enfin, il va calculer les données en fonction de la plateforme, engagement, like, etc. Mais ce qui marche beaucoup aussi, c'est le temps de vue, en fait, que ce soit sur les vidéos, le temps de lecture de texte. Donc, c'est pour ça que ce soit long ou court. En fait, il va juste calculer un contenu qui est beaucoup regardé et il va être mis en avant. OK. exactement. Autrement, écoute, on va continuer un petit peu. Il n'y a pas forcément d'autres questions précisément sur ce sujet-là, donc je te laisse continuer, on répondra aux autres après. Ouais, carrément. Ok. Alors, sur une autre tendance, sur une autre stratégie qui fonctionne très bien, c'est la montée en puissance des micro-communautés. Alors, les micro-communautés, ça vous permet d'avoir plus de proximité, plus de liens, plus de confiance. Alors, qu'est-ce que c'est aussi la micro-communauté? C'est tout simplement, ça peut aller sur différentes plateformes. On a les fameux groupes Facebook, on a du coup les canaux de diffusion sur Instagram, on a aussi les communautés Slack, les communautés Discord, WhatsApp, etc. Ça va dépendre de votre cible à nouveau. Pourquoi? Parce que l'utilisateur aime interagir avec la marque. Moi, je préfère maintenant, je sais pas comment vous vous positionnez vous, je préfère écrire à un compte Instagram plutôt qu'aller envoyer un mail. Alors, est-ce que c'est ma génération? Est-ce que c'est mon âge? Peut-être. Il y a de ça aussi. Mais je sais très bien que, par expérience, le community manager d'une boîte va me répondre plus rapidement et me renvoyer vers la bonne personne. Alors que les mails, j'ai toujours eu des réponses beaucoup plus longues, souvent en 24 heures, 48 heures, et souvent, c'était pas forcément la personne qui savait, qui me répondait, etc. Et en plus de ça, ça permet d'avoir du lien. En général, je me permets plus de dire Hello, ça va sur Instagram que Hello, ça va par mail. Donc, il y a aussi ce côté proximité. Ensuite, deuxième raison, pour que les utilisateurs puissent profiter d'avantages exclusifs. Donc là, en fait, dans les communautés, peu importe sous quelle forme, hein, bien sûr, euh, en général, on dit, pour vous faire des cadeaux, je vous offre voilà, soit des solutions en avant-première, soit des avantages exclusifs. Par exemple, donc dans ma communauté, donc j'ai cofondé, je l'avais pas dit, mais j'ai cofondé le Rendez-vous des Ambitieuses, qui est une communauté de femmes entrepreneurs en physique et en digital partout en France. Et nous, on a une communauté à l'époque sur Discord.
Discord, pour celles qui connaissent pas, peut-être que c'est pas très connu pour certaines personnes. C'est un peu comme Slack. C'est un logiciel qui te permet de communiquer avec les personnes qui sont dessus. Et à la base, c'est un peu pour les gamers. On va dire ça comme ça. C'est un peu connoté gamer, mais maintenant, ça tend plus à l'aspect communautaire. Et donc, à l'intérieur de ça, si la personne fait partie de la communauté, moi, je leur envoyais, par exemple, mon calendrier des événements avant de le publier sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils se sentaient un petit peu exceptionnels, disons-le, et c'était complètement le but. C'était, je vous offre un cadeau, vous faites partie de notre communauté, donc vous avez l'occasion tout simplement de vous abonner, enfin de vous inscrire aux événements avant les personnes externes. Et pareil pour WebMyDay. WebMyDay, si vous faites une formation, que ce soit la mienne ou une formation autre, vous avez Slack. C'est une communauté sur Slack d'entraide et elle est disponible à vie. Vous faites une fois la formation, vous avez le Slack à vie. Donc là aussi, ça vous permet derrière d'avoir les webinaires à l'avant-première, des webinaires, des cours collectifs qui sont fermés, donc pas ouverts aux externes, etc. Donc c'est ça qu'on appelle avantage exclusif. Et ensuite, pour impliquer les utilisateurs dans un processus de création. Et ça, c'est, je pense, celui que j'adore. Je vous ai dit juste avant qu'en story, on pouvait poser des questions à votre audience pour savoir est-ce que tu aimes ça, est-ce que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu as besoin finalement de voir sur mon compte. Et bien là, c'est la même chose. On va poser des questions en disant du coup, j'ai un nouveau produit à sortir, c'est une crème SPF 30 pour la peau pour cet été. Vous préférez quel parfum, quelle couleur, etc. Et en fait, vous allez leur demander. Alors, je dis pas que vous allez prendre premier degré tout ce qu'ils disent, parce que c'est compliqué. Mais par contre, ils vont se sentir aussi imprégnés dans la marque, ce sentiment d'appartenance, rappelez-vous, proximité, etc. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en 2025, ces groupes privés ne seront plus un simple complément à une stratégie sociale, mais un réel pilier central qui permet de surtout fidéliser une base d'utilisateurs engagés. À partir du moment où un utilisateur croit en une marque ou un produit, il va facilement échanger avec et ensuite devenir potentiellement ambassadeur. Moi, je vais dire regarde Maëva, cette crème, elle est géniale. Viens, en plus, il donne des tips sur comment la mettre et quand la mettre, etc., etc. Et hop, j'implique Maëva dedans sans avoir été payée, sans avoir rien fait, parce que je crois en la marque et que je suis fidèle. Je continue tant que tu me coupes pas. Donc, oui, mais comment? Parce que la montée en puissance des communautés, vous allez dire, oui, enfin bon, créer un Discord, etc. Mais du coup, qu'est-ce que je fais, quoi, concrètement? Donc, vous pouvez miser sur des espaces privés. Je l'ai dit avant, des groupes Facebook, Discord, WhatsApp, Slack, pour des échanges authentiques. Vous avez aussi le comment de favoriser le contenu conversationnel, du storytelling, comme toujours, des interactions directes, l'UGC. L'UGC, pour ceux qui connaissent pas, c'est User Generated Content, avec un accent anglais magnifique. Et des questions ouvertes. Questions ouvertes toujours. Poser des questions, c'est pas comment, enfin c'est pas tu vas bien, oui ou non. C'est vraiment comment te sens-tu. Et là, vous demandez aux personnes du coup de s'impliquer dans la conversation. Et comme je le disais, du coup, de proposer de l'exclusivité. Donc, contenu réservé uniquement aux membres du groupe, comme je vous l'ai proposé avant-première, promo, événements privés aussi. On parle pas que de digital, on parle aussi ici de physique, en tout cas selon votre domaine d'activité. Ok pour la micro-communauté, donc je ne vais pas pousser trop loin cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions potentiellement sur ça? Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ok, super. Et c'est que ça a été assez clair. J'avance un petit peu. Alors, la quatrième stratégie, c'est l'EGC. L'EGC, c'est les employés, donc vos employés, donc là ça concerne en l'occurrence les entreprises ou vous-même en tant que salarié, comme ambassadeur de votre marque. L'EGC, attention, à nouveau, un bel accent anglais, Employee Generated Content. Ça vise à transformer du coup vos employés comme vos meilleurs ambassadeurs, afin de créer une image forte et de toucher de nouveaux publics. Pourquoi? Tout simplement parce que ça amène beaucoup plus d'engagement, une portée organique renforcée, organique pour rappel, hors budget, hors publicité, une approche humaine, collaborative et une amélioration de la marque employeur. Marque employeur, du coup, c'est donner envie à d'autres personnes de travailler dans une entreprise. Je prends l'exemple de Maëva qui travaille chez WebMyDay, qui fait partie de la team marketing communication.
Son objectif à elle, c'est de dire, ben, j'adore mon taf, je crois en mon taf, je crois en la formation, c'est génial, bah, je vais faire un post LinkedIn en parlant de la formation. En soi, ça peut faire partie de son travail, en l'occurrence, vu que bah, forcément, elle fait partie de la team marketing communication. Mais l'idée, c'est qu'elle montre aussi qu'elle est impliquée dans la société et qu'elle y croit, et que du coup, ben, voilà, que ses employeurs sont chouettes, qu'il y a une bonne cohésion d'équipe, etc. Voilà. Et ça, en fait, d'un côté extérieur, ben, moi, je préfère aller faire une formation chez WebMyDay où je vois qu'il y a une ambiance faux, qu'il y a un lien fort, plutôt qu'une formation où, du coup, bah, il y a personne aucun employé qui parle de sa boîte, quoi. En même temps, ça fait la différence. Et dites-vous que chez WebMyDay, imaginons, vous êtes 15, imaginez 15 postes par semaine par salarié, ce que ça fait dans le mois, c'est la visibilité que ça peut vous mettre en avant. Ça, c'est bah, vous dupliquez, du coup, vous faites fois 15 la visibilité en fait d'une entreprise sur, euh, sur une plateforme. Je dis LinkedIn parce que c'est le côté professionnel. Bien sûr qu'on ne va pas demander à des salariés de poster sur Instagram. Ce serait un peu trop. Donc, le GC, c'est une chose. Et derrière, vous avez l'UGC, ce dont je vous parlais avant, le User Generating Content. Et là, du coup, c'est la même chose, mais du coup, comme son nom l'indique, c'est les utilisateurs. Donc, les utilisateurs de la marque. Ça peut être des clients, des abonnés ou toute autre personne en lien avec l'entreprise. C'est des personnes qui croient vraiment en votre produit ou votre service. Et là, pour moi, c'était déjà le cas en 2024 en termes de tendance. Et là, c'est vraiment encore le cas en 2025 où, je vous donne deux exemples, vous avez une marque qui met en avant, donc moi, imaginez que je suis community manager pour cette fameuse marque de crème solaire SPF 30, et je dis, regardez mon produit, il protège la peau, il est génial, il protège les océans, etc. Et une autre personne, c'est Maëva, qui travaille pas du tout pour la boîte, et qui est un peu influenceuse, et qui dit, ah bah regardez, moi j'ai cette crème SPF 30, je l'utilise depuis 1 an, c'est trop bien et tout, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Elle n'est pas payée, elle n'a aucun lien, voilà, c'est une ambassadrice, mais gratuite, quoi. Donc, c'est des conseils gratuits, et ça, vous le voyez beaucoup, beaucoup sur TikTok. Je suis un peu une fanatique de TikTok, donc je vois ça beaucoup. Et je fais plus confiance à des personnes, disons, qui me ressemblent un peu random. Je fais plus confiance à elles que bah, forcément, qu'à la marque ou à des influenceurs qui ont été payés, quoi. Tout simplement parce que aussi, il y a des choses où TikTok, pour moi, ça devient mon moteur de recherche où je vais prendre la marque et je vais dire avis, typologie par exemple. Et en fait, je vais avoir des gens qui vont être sceptiques, d'autres personnes qui vont être conquis et je vais pouvoir jauger comme ça. Et c'est ça où je vais me dire, ah ok, c'est quoi la crédibilité et la confiance que je peux accorder à cette marque et à ce produit-là. Voilà, donc le pourquoi, l'authenticité, la crédibilité, la confiance, renforcement pardon, de la communauté et potentiellement pour la marque, une réduction du coût lié à la création de contenu parce qu'en même temps, vos clients sont satisfaits, ils en parlent gratuitement, ils deviennent ambassadeurs. C'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Voilà, ça c'est très très puissant. Je continue un petit peu, je vais leur tourner. Du coup, on va dire la dernière tendance que je vois, et c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit, donc c'est parfait pour conclure, c'est l'authenticité à son prime en 2025. C'est que les utilisateurs recherchent de la sincérité. Je vous le disais avec l'UGC, je vous le disais avec l'EGC, etc. 70% des consommateurs préfèrent acheter auprès d'une marque qui montre de la transparence et de l'humain. 70%, c'est énorme. Et en même temps, bah, c'est logique. Vous aussi, peut-être que vous êtes consommateur. Est-ce que maintenant, vous allez acheter dès que vous voyez une publicité à la télé ou une publicité sur Instagram? En fait, vous allez essayer de regarder si c'est pas de l'arnaque, parce que maintenant sur les réseaux sociaux, tout le monde peut mettre de la publicité. Donc en fait, ça peut être du dropshipping, des produits chinois, des produits avec des perturbateurs endocriniens, etc. Donc compliqué, et c'est à vous de faire du coup le travail de, ok, je vais chercher, est-ce que c'est compatible avec moi, est-ce que c'est pas trop voilà, négatif pour ma peau, etc. Sur Instagram et surtout sur TikTok, les marques qui fonctionnent sont celles qui montrent les coulisses, les erreurs qu'elles font, ou encore le processus de création d'un produit plutôt que de se concentrer seulement sur le produit. Et là, c'est ce qu'on va appeler le marketing de contenu, le content marketing. C'est pour vendre mon produit, je ne vais pas que parler de mon produit. Je vous le disais avant, c'est pas de dire mon produit c'est le meilleur. C'est de donner des conseils à autrui sur ok, comment utiliser mon produit, comment est-ce que voilà, je peux en faire une force. Enfin, comment dire, ça peut aussi être le cas sur un service. Par exemple, voilà, vous connaissez tous
qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Voilà, bah, disons Web My Day, on va prendre l'exemple de la formation. Je veux mettre en avant la formation en community management. Du coup, je ne vais pas uniquement parler de la formation en elle-même et d'indiquer que elle est géniale, que la référente, elle vous donne plein de conseils, etc. Voilà, parce que déjà, ce serait too much. En plus, c'est moi qui le dis, donc faites-moi confiance. Mais par contre, on va peut-être parler du fait que, on va peut-être vous sortir des articles sur OK, ou comme ce webinaire, déjà, hein, c'est un exemple parfait. Je vous donne du contenu, on passe du temps ensemble, je réponds à vos questions, c'était gratuit, c'était un plaisir, etc. Et bah, c'est du contenu que je vous offre. Derrière, c'est vous qui décidez si vous avez besoin de creuser plus loin ou pas. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un petit peu là où je voulais en venir. Ensuite, la transparence comme outil de confiance. Le mieux, c'est de ne rien cacher aux consommateurs. Moi, je pars toujours du principe, et peut-être que ça peut être bien de penser comme ça, c'est qu'ils vont toujours finir par le savoir. D'une façon ou d'une autre, que ce soit éthiquement parlant, et souvent c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Si vous cachez, par exemple, voilà, le fait que votre produit a été fait malheureusement en Chine, etc., et que vous avez comment dire, mis en avant le fait que c'était fait en France, etc., ça va se savoir. Voilà, on vit dans un monde où c'est beaucoup plus éco-responsable et où on veut de la transparence. Et ensuite, bah forcément, l'authenticité à travers l'EGC et l'UGC. Il faut montrer que les produits et les services sont utilisés par de vraies personnes. Et ça, je mets vraiment l'accent sur le vrai personne. C'est monsieur, madame, tout le monde. On veut plus voir une crème anti-acné sur une personne qui n'a pas d'acné. Voilà, en 2025, c'est terminé. On veut du vrai. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Lisa. C'est hyper important d'être authentique. Et puis même pour vous, en fait, c'est toujours ce truc-là de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir, pourquoi est-ce que vous achetez. Posez-vous la question, en fait, en général, comment est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que si vous voyez une crème, vous allez l'acheter comme ça juste parce qu'il y a une belle pub? Bah non, vous allez regarder les avis, vous allez voir si c'est pas du fake. Et enfin voilà, donc l'authenticité, comme tu dis, à son prime. Pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques sur ça, mais on avait des petites questions tout à l'heure, donc si tu es OK, on peut y répondre. Complètement. On a notamment la question de Rita qui nous demande: est-ce que vous conseillez de faire appel à des boosts publicitaires sur Instagram et comment? Ouais. Alors, il y a deux sortes d'actions publicitaires. Effectivement, il y a les boosts, comme tu les appelles, pardon, et il y a les publicités sur Instagram notamment. C'est différent et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Les boosts publicitaires enfin, comment dire, possèdent moins de fonctionnalités que les publicités en elles-mêmes. Boost publicitaire, vous partez d'un contenu qui est déjà existant et vous le mettez sur le devant de la scène et vous pouvez indiquer à peu près l'âge, mais quelques petits centres d'intérêt et la localisation. C'est tout, globalement. Alors que les publicités en elles-mêmes, du coup, elles vous permettent d'avoir davantage de choses, de faire des A/B tests, de créer du contenu que vous n'avez pas publié, etc. Donc, c'est vraiment deux différentes choses. Pour moi, les boosts, ils peuvent être importants si si ton objectif premier, c'est uniquement de la visibilité. En tout cas, à mon sens, et en ayant parlé avec une cliente qui est spécialisée du coup dans Meta Ads et la stratégie, je lui avais posé la question, et c'est marrant parce que je lui ai posé la question, je crois qu'il y a moins de 2 semaines. Et en fait, elle m'a dit que effectivement, les boosts, c'était si déjà tu devais mettre de l'argent, autant les mettre du coup dans de la vraie publicité, mais que ça pouvait t'apporter quand même un petit peu de visibilité pour ton poste. Après, il faut toujours bien choisir. Bien choisir ton poste. Est-ce qu'il est engageant? Est-ce que ton hook et ton accroche est vraiment accrocheuse pour le coup? Comment tu cibles, etc. Mais j'aurais tendance à dire, voilà, teste un petit peu, mets un budget de 5 euros, tu vois ce que ça donne. Et si ça fonctionne très bien, ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter du budget et voilà, faire évoluer en fonction. Ça marche bien, tu rajoutes. Si ça marche pas, tu enlèves. Et tu retestes des choses comme ça. Ok, top. On avait aussi une question de Anaïs tout à l'heure. Que pensez-vous des canaux de diffusion sur Instagram? Est-ce utile? Ouais, alors, ce qui est important de savoir aussi, Anaïs, c'est qu'on ne peut pas créer de canaux de diffusion avant 10 000 followers. Déjà, ça, c'est une chose qui est un peu dommage. Pardon, je parle beaucoup, alors. C'est un peu dommage, du coup, d'attendre les 10 000, mais d'un autre côté, il faut avoir une communauté pour faire un canal. Imaginez que vous avez que 200 followers. 200 followers dans un canal de diffusion, pardon, c'est compliqué. Pour moi, si tu as atteint les 10 000, est-ce utile à 100%? En fait, il n'y a pas mieux. Je vous l'ai dit avant, je reviens dans ma slide précédente, la micro-communauté. Ces tendances, ça vous permet de fidéliser, ça vous permet de créer du contenu authentique,
de donner envie à vos utilisateurs. Et chaque message, à chaque message envoyé, ça envoie une notification à tous vos followers. Imaginez qu'à chaque fois que vous envoyez un message, une vidéo, une photo, un vocal ou du texte, ça envoie un message à 10 000 followers. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas plus puissant. Et très honnêtement, là, je suis en train de batailler. Je me dis, il faut absolument que j'atteigne les 10 000 parce que je pense que c'est ce qui peut vous faire convertir. Parce que disons que si vous avez les 10 000, vous avez votre notoriété. Derrière, ben, c'est de raconter l'histoire, de convertir, de sortir vos nouveaux produits, de sortir votre offre, de faire des sondages, parce que du coup, les utilisateurs ne peuvent pas répondre. C'est vrai, du coup, je valide cette information. Ils peuvent pas répondre, mais ils peuvent uniquement cliquer sur les sondages, lire les vidéos, etc. Et j'ai presque envie de dire, tant mieux qu'ils peuvent pas répondre. Imaginez, je sais pas si vous avez des conversations Messenger avec vos amis, si vous êtes 10, c'est déjà compliqué. Alors si on est 10 000 sur un channel, je pense que la personne, elle perd patience. Donc, si tu as déjà 10 000 followers, Anaïs, fonce. Vraiment, c'est positif, ouais. Tu y verras en tout cas de l'intérêt, je pense. Ok, top. Sur le côté authenticité, on a une question de Marianne tout à l'heure. Pour le côté authenticité, notamment sur LinkedIn, est-ce qu'il est plus engageant de poster via son compte personnel ou via un compte entreprise? J'ai l'impression que les posts de compte utilisateur ont plus d'interaction que les posts entreprise. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles de privilégier? C'est une super question, Marianne, et coucou au passage, parce que du coup, on se connaît. Du coup, Marianne, effectivement, et tu l'as vu, les comptes personnels, ça a beaucoup plus d'engagement. Et pour moi, en fait, il y a une seule chose à en déduire, c'est que c'est un humain. C'est que toi, Marianne, tu as un compte LinkedIn, tu postes dessus, je sais que c'est Marianne qui a posté. Alors que si du coup tu postes via ton agence de communication, bah, dans ces cas-là, bah, c'est ton agence, c'est quelque chose de pas tangible qui poste, entre gros guillemets, hein, si je veux grossir le trait. Et en fait, ton compte personnel, ça va te permettre de communiquer davantage sur toi, ton expérience, qui tu étais avant de faire ton agence de com, pourquoi tu as fait ton agence de com, qu'est-ce que tu mets en avant, etc. Quels sont tes clients, quelles sont tes expériences, mauvaises, bonnes, etc. Tes témoignages clients, des choses comme ça. Alors que l'entreprise, ça va être un support, en fait, pour moi, dans le comment dire dans le compte entreprise, tu vas pouvoir poster par exemple, voilà, bah, encore une fois, des témoignages clients, des carousels avec des conseils, comment faire pour faire une stratégie de communication, etc. Mais derrière, il faut humaniser avec ton compte personnel. Et ce qui est intéressant à faire, c'est de rebondir sur les deux. En tout cas, c'est un peu ma technique avec le rendez-vous des ambitieuses. Moi, je poste avec mon perso et j'écris toujours au nom de je ou nous, parce que j'ai des associés évidemment. Et ensuite, le rendez-vous des ambitieux, c'est uniquement des informations informatives, un peu engageantes, mais un peu moins. Mais en fait, moi, j'ai compris, moi, les gens, ils préfèrent écrire à Lisa, en fait. J'ai beau poster, je peux poster deux choses similaires, je vais avoir plus d'interactions sur Lisa que sur le compte entreprise. Et en plus de ça, ben, les gens, ils vont peut-être plus suivre Marianne de l'agence X que l'agence X. Voilà, ça c'est vraiment sur LinkedIn, c'est la force du personal branding, c'est cette force-là. Je dis pas que du coup il faut laisser tomber le compte entreprise, au contraire, pour moi ça peut vraiment être un appui et il faut pas hésiter, que ce soit du coup bah, dans l'entrepreneuriat ou en salariat, par rapport à l'UGC du coup, comment dire, de faire, pardon, de faire commenter du coup vos salariés, de faire commenter vos associés, de faire commenter vos clients, etc. et de poser des questions derrière. Euh, voilà pour ça. J'espère avoir pu répondre à ta question. Mais en tout cas, le compte personnel, si tu dois prendre du temps pour quelque chose, mise tout sur ça. Ok, top. Bah écoute, tu peux continuer. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Super. Continue. C'est des questions top en tout cas. Ensuite, pour clôturer du coup les tendances, l'IA au cœur de la création de contenu. Donc, vous l'aurez compris, le rôle crucial de l'IA dans la création de contenu. En ce moment, bah, du coup, voilà, ça fait beaucoup parler. Est-ce que vous l'utilisez? Il y a ChatGPT qui est du moins, en tout cas, le plus connu en termes de community management. Il y a aussi Canva, etc. Donc, je vous ai ajouté quelques éléments. Donc, ChatGPT pour générer du texte, Copy AI et Jasper pour générer des articles en se basant sur des mots-clés. Canva, donc Canva qui est du coup le logiciel de création de visuels, illustrations, etc. pour créer des visuels, ou Midjourney pour créer des illustrations à partir d'une description.
Runway pour créer des vidéos à partir de texte, générer des effets visuels ou réaliser des montages et bien d'autres encore. Alors, vraiment, on aurait passé 1 heure à faire, à vous parler du coup de tous les outils. Pour moi, le mieux, c'est que vous puissiez tester. Tester en tout cas, et avant ça, même, de regarder ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un soutien dans la création de contenu textuel? Dans ces cas-là, regardez du côté de ChatGPT. Est-ce que vous avez besoin vraiment du côté création de contenu, du coup, pour le community manager, du coup, c'est peut-être Canva avec un support sur la création de contenu visuel. Est-ce que vous faites plus de vidéos, d'articles, etc. Et j'ai beaucoup de personnes qui prennent peur par rapport à l'IA. Beaucoup de personnes qui me disent, mais je vais plus avoir de job, ils vont me voler mon travail, en un clic, ils sont plus rapides que moi, pourquoi les clients, ils me prendraient moi à 1 200 € plutôt que juste l'IA, etc. Et ça, c'est, on va dire, une bonne remarque, mais j'ai presque envie de dire que vous devez voir l'IA comme allié et pas comme ennemi. Je m'explique en gros. J'ai un apprenant qui m'a dit, Lisa, c'est quoi la limite de l'utilisation de l'intelligence artificielle en community management? Et j'ai trouvé cette réflexion très pertinente. Tout simplement parce que lui, dès qu'il me proposait du contenu, il me disait, bah oui, je me suis aidé de ChatGPT. Que ce soit du coup dans des idées de contenu, dans de la recontextualisation, dans de la reformulation, etc. Et ça se voit. Moi, je donne aussi des cours dans les écoles et je peux vous dire que les copier-coller de ChatGPT, j'ai l'habitude. Je sais à quoi ça ressemble, je sais comment le robot rédige, ça se voit. Si moi je le vois, c'est que d'autres personnes peuvent le voir sur vos réseaux sociaux et ça vous plombe votre crédibilité. Vraiment, moi, à partir du moment où les 2 premières phrases, je sais que c'est ChatGPT, mais je suis prête à vous unfollow. C'est un peu rude, mais en même temps, moi, je te suis pour du contenu authentique. Je te suis pour que tu puisses me donner des conseils. J'ai aussi ChatGPT. Je peux aussi lui demander comment on fait une stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de toi, globalement. C'est là où je veux en venir. Et du coup, je vous ai fait un petit tableau sur les aspects positifs et les limites, à mon sens. Vraiment, pour moi, ce qui me paraît le plus cohérent. Pour le point positif, on est d'accord, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps dans la création de contenu. Même moi, maintenant, je m'aide un petit peu de ça. Je fais ma strat au brouillon, mais vraiment, je pense pas à mes formulations de phrases. Je fais, il me reformule, je prends ce qui me plaît, je reformule par derrière et c'est bon. La limite à ça, pardon, c'est la dépendance à la technologie. Et c'est ce que mon apprenant me disait. C'est qu'en fait, il me disait que ça devient une habitude. C'est-à-dire que dès qu'il doit rédiger, il va sur ChatGPT plutôt qu'aller sur Google Doc ou dans ses notes. Et en fait, c'est là où j'ai dit, bah là, c'est la limite. Là, t'es foutu. Là, maintenant, il va falloir que tu te délaisses de ça. Il faut que ce soit une aide, il faut que ce soit un allié et pas que ça devienne ton outil de travail. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, le point positif à nouveau, c'est que ça peut vous aider à générer des idées de contenu rapidement, à rédiger des posts, des réponses aux commentaires ou des messages privés. Le risque, c'est que ce soit trop générique ou peu original. Imaginez que vous faites des réponses automatiques par rapport à des questions, etc., que vous fassiez une FAQ avec ChatGPT. En fait, il va pas pouvoir personnaliser tout ça, disons. Ensuite, point positif, ça peut être utilisé à tout moment pour répondre à des demandes urgentes sans dépendre de l'horaire de travail. Donc les limites, c'est que l'IA ne comprend pas toujours les nuances émotionnelles ou contextuelles des conversations, ce qui peut rendre l'engagement moins humain. C'est la même chose de ce que je vous disais un petit peu en haut. Moi, d'habitude, quand je parle avec quelqu'un, je regarde d'abord son profil, je m'adapte un petit peu à ça. Je lui dis voilà, hello Marianne, ah oui, je vois que tu as une agence de communication avec une associée. Ah bah c'est super, ça fait depuis 2 ans, est-ce que tu te sens bien, etc. Bah ça, ChatGPT, il va pas pouvoir me le faire, quoi. Si je lui ai pas dit, si je lui ai pas donné l'info, disons. Ensuite, les points positifs, c'est que ça crée du contenu rapidement. Les limites, c'est que ça manque d'adaptabilité aux tendances très récentes. ChatGPT, c'est un robot. Alors, ça va peut-être être amené à évoluer, mais par exemple, c'est à vous, vous qui êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, de vous dire, ah bah du coup, j'ai vu que les réels, ça marchait moins bien en ce moment, il faut que je fasse des carousels, etc. Mais ChatGPT, il va pas vous envoyer une notification pour vous dire ça. Donc en fait, ça c'est pareil. C'est qu'est-ce qui fonctionne réellement, en combien de temps il va essayer de trouver l'information, etc. Et ensuite, permet de répondre instantanément aux messages directs et aux commentaires, favorisant un engagement plus rapide. Et là, je disais un petit peu la même chose qu'avant, hein, mais les utilisateurs peuvent percevoir des réponses automatisées. Voilà. Donc ça diminue l'interaction authentique. Et vous, ça vous permet en fait ça vous, comment dire, vous n'aurez plus vraiment de suivi derrière. Moi, personnellement, quand j'écris à un prospect,
je le note un petit peu de côté, je fais un suivi de prospect et je me dis, ah, cette personne, elle était intéressée par mon projet. Je vais essayer de la relancer. Si dans un mois, j'ai pas de nouvelles, voilà, je vais essayer de lui envoyer un petit pop, un petit message en disant, hello, on s'est écrit la semaine dernière et tout. ChatGPT, il va pas forcément faire ça. En tout cas, en tant que CM. Alors, je vous ai mis des petites notes par rapport à ça. Comment l'utiliser sans être dépendant? Et c'est là où je voulais répondre à mon apprenant. Vous pouvez l'utiliser pour gagner du temps, mais pas pour remplacer l'humain. C'est à toi de personnaliser ton contenu. Tu peux très bien dire à ChatGPT, je prends l'exemple de ChatGPT parce que c'est le plus utilisé, disons, dans le community management. Hein. C'est vraiment la partie textuelle. Donc, j'ai un apprenant qui m'a posé une question, je sais pas trop comment répondre. Moi, je pensais ça. Qu'est-ce que t'en penses? ChatGPT va répondre, il va me donner des solutions. Je ne fais jamais de copier-coller. Je rebondis toujours sur ma manière de parler, c'est-à-dire mon ton, ma ligne éditoriale, et ensuite sur quelque chose de plus personnel. Ça m'a aidé, ça m'a fait gagner du temps, mais j'ai pas été dépendant. Ensuite, l'intelligence artificielle pour la préparation, l'humain pour la création. Pour moi, c'est à vous de créer du contenu créatif qui plaira à votre cible. Ensuite, oubliez les réponses automatiques pour tout. C'est bien, ça fait gagner du temps, mais parfois, voilà, ce sera un peu inhumain. Prenez le temps de modérer, de personnaliser les messages, d'échanger, de rebondir, etc. Et ensuite, suis les tendances via des outils ou directement en organique, tu seras peut-être plus rapide que lui. Et ça c'est une chose en tout cas que j'ai compris. Je me base plus sur lui pour me dire, bah, qu'est-ce que je dois poster maintenant? Parce qu'en fait, il va me dire tout et rien parce qu'il n'a pas conscience forcément de l'algorithme actuel. Mais par contre, je vais aller tester des choses. Je vous ai dit, hein, voilà, j'ai testé le réel, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait le carrousel, ça a marché. Ça, ChatGPT, il me le dit pas. Voilà pour ça. Alors, je vois un peu leur tournée. J'espère qu'on est un petit peu dans les temps. En tout cas, on a bientôt fini. J'ai fini sur cette partie-là d'intelligence artificielle. Pareil, je ne vais pas plonger plus loin parce que c'est pas forcément l'objectif, en tout cas, de ce webinaire. Mais l'important, c'était vraiment de vous faire comprendre que on peut s'aider, que ça ne doit pas faire peur, mais que au contraire, si vous procrastinez à l'idée de l'utiliser, il faut que vous y mettiez maintenant. Euh, il ne doit pas vous dépasser. En fait, parce que bah, ça va évoluer constamment, ça va innover, mais encore plus. Et si vous êtes un petit peu à la ramasse, entre guillemets, vous allez vous y perdre encore plus. Donc, testez des choses, contactez des personnes qui travaillent dedans, peut-être. Faites aussi une formation. Il me semble de toute façon, j'en parle aussi un petit peu dans ma formation, donc c'est un petit peu l'idée aussi. Ouais, eh ben, écoute, là, il n'y a pas de questions, juste des remarques comme quoi le webinaire est très intéressant. Désolée, c'est vrai que c'est un peu long, il y a pas mal de questions qui sont hyper intéressantes et dont c'est important de répondre. Donc voilà pour ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vois qu'on est encore beaucoup connectés, ça fait hyper plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour ceux qui Génial. étaient jusqu'ici. Ouais, je te laisse continuer. Bah, super. Merci beaucoup pour les remarques en tout cas. Et pour le dernier point, donc les fameuses erreurs à éviter qui peuvent plomber vos résultats. Alors, j'ai mis vraiment dans sa globalité. À vous de piocher là où vous pensez que ce sont des erreurs. Le premier, et pas des moindres, et je vous l'expliquais au début du webinaire, c'est ne pas connaître sa cible. Parfois, alors quand j'ai des apprenants, c'est presque la première chose qu'on voit en formation. Qui est ta cible? En général, on est d'accord, vous allez tous me répondre quelque chose. Vous savez qui est votre cible. Sauf que l'important, c'est de se dire qui est réellement votre cible. Est-ce que c'est vraiment tout le monde? Parce qu'il y a aussi des apprenants qui m'ont dit que une crème solaire SPF 30, tout le monde peut le mettre sur un visage, tout le monde a un visage. Vous voyez? Donc, ils me disent, c'est entre, allez, 15 ans à 60 ans, quoi. Et en fait, c'est ça où ça peut devenir problématique. C'est qu'il faut pouvoir cibler au contraire un cœur de cible, justement parce que vous avez votre cible et vous avez ensuite le cœur de cible, et se dire, c'est pas parce que vous ciblez votre cœur de cible que vous allez oublier la partie qui est entre. C'est simplement que elle a peut-être moins besoin. C'est peut-être elle qui a moins de pouvoir d'achat par rapport à votre produit, etc. Et c'est là ce qui est le plus important. En tout cas, c'est un gros travail, cette partie-là, qui est facile à mettre en place, mais il faut juste avoir les codes. C'est vraiment le plus important. Ensuite, publier du contenu sans avoir de stratégie. Pareil, peut-être que vous démarrez les réseaux sociaux en vous disant mais je sais comment créer un post, mais vous savez pas comment mettre en place une stratégie, ou alors on vous a peut-être, voilà, vous avez vu des aspects de la stratégie qui sont pas vraiment optimales. La stratégie, c'est quoi? C'est comment je me positionne en fonction de mes concurrents, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces et quelles sont aussi leurs faiblesses, surtout sur lesquelles je peux me positionner et persona, etc., thématique de contenu, ce qui va attirer et fonctionner par rapport à votre cible. Ensuite,
Ne pas adapter le contenu pour chaque plateforme. C'est vrai qu'il y a un petit bouton qui est magique, que les gens aiment bien et que j'aimais bien à l'époque aussi, c'est le poster automatiquement sur Facebook et sur Instagram. Celui-là, je pense que voilà, vous pouvez vous reconnaître, vous faites ça depuis longtemps parce que pour vous, c'est un gain de temps. Oui, mais peut-être que non, du coup. Parce que du coup, ça peut vous faire perdre du temps parce que votre cible n'est pas la même sur Instagram et sur Facebook et qu'en plus de ça, les formats sont différents sur les deux plateformes. Imaginez, vous postez un carrousel en disant, voilà, t'es jeune, t'as besoin d'une crème SPF 30, ça va ralentir ton vieillissement cutané. Tu postes ça sur Instagram, tu dupliques sur Facebook. Sauf que sur Facebook, les personnes qui sont utilisateurs actifs, c'est les personnes de plus de 45 ans. Déjà, tu leur dis qu'ils sont jeunes, ils se disent, bah ouais, oui, je suis jeune sur le papier, mais du coup, ça fait déjà quelques temps que j'ai peut-être mes petites ridules, etc., quoi. Donc, tu peux pas me dire que j'ai une peau de bébé. Et ensuite, les carousels ne se dupliquent pas sur les deux plateformes. Si tu mets un carrousel sur Instagram, le carrousel sur Facebook, il va s'afficher en forme d'album photo. Et déjà là, en fait, t'as pas optimisé ton contenu. Donc, oui, mais non. Oui, si c'est une photo, si c'est la même cible. Non, si c'est pas forcément la même cible et le même format. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, ne pas suivre les performances. C'est l'une des choses les plus importantes et sur laquelle on a un module entier dans cette formation, un module entier sur la formation chez WebMyDay. Comment suivre les performances, comment savoir que mes performances sont en baisse, en hausse, qu'est-ce que c'est aussi un bon taux d'engagement, etc. Et également des outils pour pouvoir analyser tout ça. Ensuite, bah, utiliser des hashtags, hein. C'est clairement tendance, je vous le disais. Là, c'est fini. Vous n'êtes plus obligé de vous embêter. Essayez de tester sans et d'ajouter du contenu SEO dans vos descriptions. Ensuite, ne pas fidéliser. Partir du principe que bah, vous avez des followers, mais en fait, vous en avez envie de nouveaux. Imaginez que voilà, vous avez 200 followers, ils sont là pour vous, ils sont trop contents, et vous, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, c'est du contenu pour en attirer d'autres. Et eux, ils vont être là, bah ouais, mais je suis déjà là, donne-moi plus, quoi. Et en fait, essayez de les fidéliser, sachant que ça coûte moins cher de fidéliser que d'acquérir du nouveau client. Ça coûte moins cher de déjà dire à quelqu'un, ah bah regarde, j'ai sorti un nouveau produit, quand il est déjà satisfait de l'ancien, que de dire à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, ah bah mon produit, il est cool. Donc prenez du temps pour la fidélisation, c'est super important. Ensuite, ne pas interagir avec sa communauté. Je ne vais pas en faire tout un discours par rapport à ça, je pense que vous avez compris. Utilisez votre petite communauté, mais même, hein, même si vous avez 100 followers, imaginez que vous avez 100 personnes devant vous. Quand même pas mal, enfin, ça peut faire peur aussi un petit peu 100 personnes devant vous, quoi. Et ben essayez de leur parler, essayez de leur demander pourquoi, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont là pour vous, qu'est-ce qu'ils cherchaient, qui sont-ils, et d'essayer voilà, d'apprendre à les connaître. Comme ça, vous pouvez rebondir, leur proposer des offres, des produits. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est ma manière de faire. Et souvent, quand quelqu'un arrive sur Instagram et s'abonne au compte du Rendez-vous des Ambitieuses, on va pas envoyer un message automatique. Vous savez, le fameux message automatique qui arrive et qui dit bonjour, salut, si tu veux plus d'infos, écris-nous. Moi, je personnalise. Ah, hello, je vois que tu fais de la céramique, c'est trop bien, ça fait combien de temps et tout. Et je m'intéresse vraiment à elle. Et pour le coup, effectivement, c'est commercial, mais d'un autre côté, c'est vraiment de la bienveillance et de l'intérêt. Voilà. Ensuite, ne pas s'informer sur les nouveautés de l'algorithme. Bah, en même temps, si vous postez sans savoir ce qui fonctionne, ça va être compliqué. Être dépendant à l'intelligence artificielle et ne pas personnaliser, ça revient au point d'avant. Ça va trop se voir et vous n'allez pas pouvoir être authentique. Et ensuite, dernière chose, et ça c'est vraiment pour conclure vraiment tout ça, c'est ne pas intégrer vos salariés et vos employés et ni vos utilisateurs dans votre stratégie. Pensez toujours que c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de communiquer, etc. Mais impliquez d'autres parties. Il y a d'autres personnes qui croient en vous, euh, autres que votre famille et vos amis, ça j'en suis certain. En tout cas, des personnes qui ont testé votre produit, votre service et qui sont susceptibles d'en parler, il faut juste oser leur demander. Et ça, c'est le plus important. Moi, j'ai osé demander à une cliente et de lui dire, ah bah lors de notre petit déjeuner mensuel, est-ce que ça te dérange de faire un petit réel? Elle m'a dit, mais trop chaud, en plus, j'y connais rien en montage, donc ça va m'apprendre. Elle a fait ça de son plein gré, je l'ai un peu sous-entendu, mais elle l'a fait avec plaisir, ça lui a augmenté un petit peu ses capacités en montage, elle a posté sur son contenu, elle est contente, je suis contente, c'est trop bien. Voilà pour ça. Euh, Ce que je voulais faire, comme ça je peux vous libérer, je ne sais pas si vous êtes en train de manger devant ce webinaire, en tout cas je l'espère. Je vais vous faire un petit zoom sur la formation Web My Day vraiment rapidement pour que vous puissiez comprendre, et ça fait le lien avec une des questions qui avait été posée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la formation Web My Day?
On va commencer par une découverte du community management parce qu'on est conscient que du coup, il y a des personnes qui sont novices, des personnes qui ont déjà publié et des personnes qui sont potentiellement un peu avancées, mais qui ont besoin un petit peu d'avoir davantage de contenu, comment dire, d'aspect stratégique finalement. Donc, son importance et son impact. Ensuite, compréhension et mise en place de la stratégie. Je vous disais, pas de stratégie, pas de cible, du mauvais contenu potentiellement, donc compliqué. Ensuite, la conception. C'est pas une formation seulement théorique. On a envie que vous pratiquiez. On a envie que vous en sortiez avec des éléments, avec quelque chose de vraiment optimisé que vous pouvez montrer. Déjà, parce que ça, c'est important de savoir. La formation, c'est bien. C'est beau. Elle est certifiante en plus. Mais derrière, vous allez avoir je l'ai mis ici, un portfolio. Un portfolio, du coup, de tous les cas pratiques que vous aurez travaillé avec moi ou avec une autre formatrice en community management. Nous sommes 3 maintenant, parce que du coup, il y a beaucoup de besoins en community management. Donc avec un portfolio lié à un projet global qui est le vôtre ou une entreprise fictive, bien sûr. Donc conception des contenus optimisés, Canva, Carousel, Facebook, LinkedIn, articles, Meta Business et j'en passe, des vidéos aussi. Et ensuite, la partie que j'adore et que beaucoup de personnes peuvent détester, c'est la partie statistique. Mais ma promesse et mon job, c'est de vous faire aimer cette partie-là et que vous puissiez comprendre comment analyser et surtout interpréter vos statistiques. Voilà. Donc cette formation, en général, elle est entre 3 mois minimum à 4 mois à distance. Donc on est en 100% présentiel, ce qui vous permet de pouvoir la faire quand vous voulez, quand vous pouvez, le soir, le week-end, la journée. Vous avez une séance de coaching tous les 7 à 10 jours avec un formateur. Ça peut être moi, ça peut être une collègue ou une autre. Cette formation, elle est certifiée sur le marché du travail français. Donc, il faudra l'ajouter à votre CV, à votre LinkedIn, à votre portfolio, etc. Vous avez, je vous l'ai expliqué avant, la communauté sur Slack à vie. Voilà, ça c'est important de le savoir aussi. Vous pouvez communiquer auprès de toutes les personnes qui ont fait les formations Web My Day. C'est-à-dire que vous pourrez communiquer également à des personnes qui ont fait la formation SEO, WordPress, graphisme, copywriting, web marketing, etc. Et donc, on a accompagné plus de 1700 élèves actuellement. Donc voilà, on a des beaux élèves qui sont certifiés maintenant chez Web My Day. Je finis sur la compatibilité de la formation, étant donné que je sais qu'il y a potentiellement des personnes intéressées par le community management, mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie de démarrer avec ça ou vous avez envie de complémenter ça. Donc, on a ici la formation copywriting qui est plus l'art de la rédaction. Parce que, comme je vous l'ai dit, en community management, c'est beaucoup de storytelling, c'est des articles, c'est de la rédaction. Il faut savoir aussi en faire avec de l'optimisation SEO. Ensuite, on a la toute nouvelle formation montage vidéo avec Premiere Pro. Donc là, pareil, moi je vous ai dit, je suis photographe et vidéaste à côté. Je suis en train de faire cette formation-là d'ailleurs pour me permettre de faire des visuels beaucoup plus impactants, des vidéos plus impactantes avec un projet derrière et aussi adapter du coup la vidéo marketing parce que c'est pas que de l'image, c'est aussi de la stratégie derrière. Ensuite, on a la formation web marketing. Là, c'est plus l'acquisition client, que ce soit de manière organique ou payante. SEO, SEA, etc. et tous les codes liés au marketing digital. Et je finis sur la formation graphisme. Parce qu'on est d'accord, un community manager, ça ne doit pas être un graphiste. Ça, c'est aussi un gros débat qu'on a souvent. Un community manager, c'est l'aspect stratégique. Ça crée des visuels impactants, percutants, mais c'est pas forcément là pour vous faire des visuels incroyables, du print, etc. Donc, vous pouvez potentiellement faire la formation de community management et ensuite de graphisme, et c'est ce que certains apprenants font, en tout cas chez moi, pour avoir l'aspect stratégie, puis création de contenu, puis graphisme pour augmenter un petit peu leurs compétences. Voilà, j'ai fini pour ça et je vous laisse à vos claviers pour les dernières questions de ce webinaire. Alors Lisa, il y avait des petites questions déjà tout à l'heure, donc on va en profiter pendant que si d'autres personnes ont des questions qui peuvent en profiter maintenant. On avait notamment la question de Océane, comment faire un bon contenu SEO? Alors tout d'abord, Océane, moi, c'est vrai que je suis experte dans le community management. Alors, je m'y connais en SEO un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais si ta question elle est plus au SEO de manière marketing, j'aurais tendance à te dire que je suis pas forcément la bonne personne. Et il y a une formation en SEO qui existe chez Web My Day avec quelqu'un de vraiment expert dans le domaine. En tout cas, tout ce que je peux te conseiller à mon niveau,
c'est de te renseigner du coup. Alors moi, ce que j'utilisais à l'époque, c'était SEMrush, donc le logiciel SEMrush, SEMRUSH, pour du coup voir quelques mots-clés. Après, l'objectif, c'est que tu puisses toi-même chercher un petit peu les mots-clés qui peuvent fonctionner auprès de ta cible. Je prends l'exemple, je ne sais pas vraiment ce que tu fais, mais je prends l'exemple toujours de cette fameuse crème SPF 30. Je suis omnibulée par les crèmes solaires, j'ai hâte qu'il y ait du soleil, je crois. Tu vas essayer du coup d'en faire, de prendre le champ lexical un petit peu de tout ça et d'en déduire des mots, des termes et d'essayer de regarder un petit peu leur impact sur les réseaux sociaux. Et après, c'est du test. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je peux faire à mon niveau. C'est ce que je faisais avec les hashtags. Et maintenant, c'est toute autre stratégie sur laquelle il va falloir se baser et évoluer avec. Je ne sais pas si tu veux compléter, Maïva, de ton côté. Non, pas particulièrement parce que comme toi, je suis pas forcément experte en SEO. Donc non, je peux pas compléter plus que ça. On a d'autres questions. Alors, alors ça, c'était plus sur tout à l'heure. Plus l'info est précise, donc si on dit à ChatGPT de mettre de l'émotion, il peut nous en donner, même avec, s'il reste un robot, nous avons juste à mettre un peu notre touche personnelle. Alors, effectivement, Lucas, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un prompt, en gros, en marketing. Si vous faites un prompt vraiment qualitatif avec, OK, c'est ça mon ton marketing, c'est ça ma cible, etc., il va tenter de vous faire quelque chose. Mais ce que je voulais vraiment dire ici, c'est que bah déjà, vous perdez peut-être un petit peu de temps aussi à donner toutes les infos. Et il y a aussi une question de sécurité. Est-ce que vous avez envie de donner toutes les informations, toutes vos stratégies à ChatGPT? Il y a un problème de données personnelles aussi. Mais si ça ne te dérange pas dans ces cas-là, il peut adapter. Après, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, si tu as déjà essayé. Moi, ça m'est arrivé du coup d'essayer de faire des prompts pour justement qui me donne un petit peu voilà, qui parle un petit peu à ma place. Il ne parlera jamais à ma place. C'est pour ça que je dis que le copier-coller est mauvais. Mais si tu fais ça et que après tu ajoutes ta touche personnelle, c'est très bien. Au moins, tu pars d'une base. En fait, c'est pour ça que je dis que, moi, je dis à mes apprenants, mais c'est totalement normal de l'utiliser. Presque, voilà, si vous l'utilisez pas, c'est plus pour des questions d'éthique. Je me dis, enfin, moi, j'ai une collègue qui l'utilise pas parce que ça consomme, parce que voilà, niveau éthique, c'est pas top. Mais d'un autre côté, si ça peut te faire gagner du temps, utilise-le. Mais il faut juste l'utiliser intelligemment. C'est vraiment juste ça que je voulais dire. Et, euh, et, hum, et si tu lui fais un beau prompt, et ben dans ces cas-là, il peut te personnaliser ça de manière efficace. Mais faut se former sur le prompt. Donc c'est toujours un petit peu un cercle vertueux, si je peux dire, pas forcément vicieux, mais un cercle vertueux de se dire, il faut que je fasse les choses bien. Donc comment on fait les choses bien? Donc il faut que je m'apprenne du prompt, mais après il faut pas que je sois dépendant, etc., etc. Voilà. Top, merci Lisa. On va répondre à une dernière question et après on va vous laisser tranquille, on va vous libérer. On a Judith qui nous disait: j'ai entendu dire qu'il était possible de saisir un simple code pour la création d'un site web. Est-ce qu'à long terme, tous les métiers du marketing digital ou de community manager ne vont pas complètement disparaître avec le temps? Et ben ça, c'est une des questions qu'on se pose justement et que j'ai énormément. Alors, je vais répondre d'abord à ta première question par rapport au site internet. Alors, moi, j'ai une cliente, enfin une ambitieuse, comme on les appelle, hein, le client du RDVA, qui crée des sites internet. Et en fait, j'ai une conversation avec elle qui était super intéressante, où en fait, elle a une offre très chouette, où actuellement, en fait, elle est dans une montée incroyable, où elle crée beaucoup de sites internet. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais un peu comme toi. Je lui ai dit, mais t'as pas peur du coup que l'IA du coup te remplace. Et en fait, elle me dit, bah c'est déjà presque le cas. Si un client il veut créer un site vitrine, il fait un code, il a son site vitrine. Mais il a son site vitrine en fonction de ce qu'il a demandé. Il a quelque chose, disons, de plutôt fonctionnel. Et je pense qu'on tend, en tout cas sur le marketing digital, à un monde où la création de site internet va pouvoir remplacer, c'est un mauvais terme parce qu'on remplace jamais un humain, mais en tout cas en termes de résultats, les clients vont pouvoir avoir un site fonctionnel grâce à l'intelligence artificielle. Mais maintenant, c'est à nous de nous adapter. C'est toujours une question d'adaptation. C'est du coup, si lui il peut faire ce que je fais, est-ce que je ne ferais pas quelque chose d'autre que l'IA peut pas faire plus tard? Et en fait, sa réflexion a été bonne. C'était Anaïs. Anaïs, elle est intelligente. Je ne sais pas si tu es là, Anaïs, mais tu es intelligente. Et en fait, elle disait que elle se laisse 2 ans pour pouvoir créer une autre offre qui va dépasser l'intelligence artificielle. Donc en fait, elle est consciente et elle connaît en fait la limite de son offre. Elle dit, allez, 1 à 2 ans, je mets encore en avant cette offre de création de site.
Ensuite, l'IA prendra ma place et moi, je proposerai autre chose, de type peut-être des accompagnements, peut-être des choses où l'humain est irremplaçable, etc. Et pour moi, c'est la même chose pour les community managers. C'est qu'actuellement, j'ai déjà entendu des chefs d'entreprise dire, moi, j'ai pas besoin d'un community manager, ça coûte cher et je peux avoir ChatGPT. Mais soit, ok, mais du coup, tu n'auras pas de conseils, tu n'auras pas d'humain, tu n'auras pas de proximité et il faut que vous puissiez lister des choses positives sur vous en tant que personne que l'IA ne peut pas faire. Et en général, je peux vous assurer que bah, vous ferez la différence quoi qu'il arrive. Après, l'avantage aussi pour vous, bah, c'est que vous vous aidiez de ChatGPT. Donc en fait, vous, quoi qu'il arrive, vous êtes aussi gagnant sur ça. Et c'est pour ça que j'en reviens à ma phrase, l'IA n'est pas un allié, enfin n'est pas un ennemi, pardon, ça peut être un allié. Ne le voyez vraiment pas comme quelque chose qui peut vous remplacer. On va évoluer, on évolue avec notre temps, hein. Là, on vit dans une ère où tout est digitalisé. ChatGPT, si on nous en avait parlé, si on savait qu'il y avait allé avoir. Bon, pardon. J'ai parlé pendant 1 heure et demie, j'ai j'ai la langue qui part. Si on nous avait dit dans les années 2000 que ChatGPT pourrait nous aider dans tout ça, ce serait génial, quoi. Typiquement, moi, je me dis, là, quand je corrige mes étudiants, je me dis qu'ils peuvent rédiger leur mémoire avec ChatGPT. Moi, j'ai rédigé un mémoire avec un livre et je me dis, c'est génial, c'est incroyable. Et les différences sont lointaines, quoi. Mais du coup, voilà, pour répondre à ta question et finaliser ça, je pense pas que ça va disparaître. Je pense que tout le monde va pouvoir s'adapter et proposer peut-être davantage d'humain et d'authenticité. C'est ça, c'est un complément. C'est pas un remplacement comme tu dis. Eh ben écoute, il n'y a plus de questions. Super. Donc, on est OK. Je vois qu'il y a encore 60 personnes qui sont connectées, donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui n'ont pas mangé, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser manger. Et puis nous aussi, on va aller manger, Lisa. Oui. Et, et puis, bah, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, une très bonne après-midi. Merci, merci à vous d'être venus et si besoin, vous avez le replay par la suite. Ouais, on va vous envoyer le replay par mail, donc vous inquiétez pas pour ça. Merci beaucoup. Merci Maëva, bonne Merci, journée. Lisa. Merci beaucoup à vous. Salut. Salut.